Bonsoir tout le monde, bienvenue sur Rayonnance TV. Très heureux de vous retrouver ce soir pour cette nouvelle conférence. Avec Jessie Bira, qui est donc auteur et thérapeute intuitive, auteur du livre Mon dialogue avec la source, qui a été édité aux éditions Ariane. Donc ce soir, le titre de cette conférence, le rôle des blessures d'âme. Une conférence qui débouchera ce soir donc sur deux ateliers qui auront lieu donc deux dimanches, le 14 et le 21 mars à 20h30. Et le titre de cet atelier, se libérer des blessures d'âme, de l'abandon et le rejet. Justement, ce soir, Jessie, en fin d'émission, vous posera justement 5 questions, comme elle m'a dit, justement. Comme ça, vous pourrez cibler un petit peu pour savoir justement dans quelle blessure d'âme vous êtes. Donc, j'invite de suite Jessie. Donc, merci d'être avec nous, Jessie. Très heureux de Merci. te retrouver. Moi aussi. Bonsoir tout le monde. Voilà, Jessie qui est venue à plusieurs reprises sur Rayonnance TV faire des conférences ainsi que des ateliers. Et puis, justement, vous allez découvrir une femme avec beaucoup de bienveillance et puis beaucoup de douceur. C'est vrai, hein, Jessie, hein, tu as toujours eu beaucoup de douceur. C'est ce qu'on dit, merci. Et toujours ce beau tableau derrière toi qui ne te quitte Ouais, pas. je me dis, généralement, on aime bien ce beau tableau. Alors, je me suis dit, bon, je vais me Ah ouais, remettre non, devant. c'est vrai. Il est très, très beau. Ouais. Alors, comme d'habitude, je vais dire bonsoir aux personnes qui nous écoutent. Donc, pour monter là. Donc, bonsoir Laetitia, bonsoir Giovanni Nougadman, Julien, bonsoir Stéphie, bonsoir Jean-Pierre, bonsoir également Easy des États-Unis, bonsoir Sébastien, Nat, Patricia, Laurent, Sébastien, Rosetta, Laurence, Daniel, bonsoir également Jack, Saïda, Mélissa, bonsoir Catherine, ça parle beaucoup. Laetitia, Diwera, Joël, Marina, Hugo et puis toutes les personnes présentes. Merci d'être avec nous ce soir. Alors, Jessie, pour les personnes qui te découvrent ce soir, si tu veux bien nous faire un petit résumé de qui tu es. Alors, moi, je suis. Je me dis thérapeute intuitive, mais en fait, voilà, j'ai des perceptions depuis toujours qui me permettent de faire des voyages de conscience. Et du coup, quand je fais des soins, je vais vraiment voir la personne avec la conscience et je la vois énergétiquement. Donc ça, c'est quelque chose que j'ai depuis très longtemps et j'ai beaucoup de capacités qui se sont développées quand j'étais enceinte de ma première fille. Et quand j'étais enceinte de ma première fille, j'ai commencé à être canal. Ça veut dire que j'ai commencé à recevoir des messages inspirés. Au début, je savais pas du tout ce que c'était. Je pensais que que je devenais écrivaine, mais pas du tout. Je l'ai appris après, plus tard, parce que le vocabulaire, je le connaissais pas. J'apprenais des choses. Donc voilà, j'ai fait mon petit bonhomme de chemin. Et j'ai quand même traversé une crise. J'ai vraiment eu un burn-out au travail, une nuit noire de l'âme. Et à ce moment-là, comme j'étais canal, je me suis dit, bah, pourquoi tu t'adresses pas directement à la source? Et grâce à ça, il y a un dialogue qui est né, un grand dialogue qui a duré bien 1 an et demi, 2 ans, et qui a complètement transformé ma vie. Donc j'ai choisi de le publier. Et depuis, je me suis mis à mon compte et j'accompagne de nombreuses personnes à se libérer et à aider justement à se recréer. Voilà. Et dans ce dialogue avec la source, on a les blessures d'âme. En fait, quand je fais ce dialogue, je traverse des blessures d'âme et la source m'explique pourquoi on a tous et toutes des blessures d'âme et qu'en fait, c'est vraiment, on a tendance à croire que c'est quelque chose de douloureux, une fatalité, alors qu'en fait, c'est juste un chemin de guérison pour revenir à l'unité. C'est comme si que quand on s'incarne dans la séparation, dans la dualité, et que ces blessures d'âme, ça va être le chemin pour revenir vers la source, vers l'unité. Et donc j'avais envie ce soir, parce que ça fait à peu près 1 an que je fais des web soins sur les blessures d'âme, et j'avais envie ce soir de vous les partager et de découvrir ensemble le cadeau qu'il peut y avoir derrière. Alors souvent, c'est douloureux quand on parle des blessures d'âme parce qu'on touche à l'enfant intérieur. On touche vraiment les blessures de l'enfance.
Donc, on va essayer d'apporter voilà, de la bonne humeur, de la légèreté pour que cette conférence, elle vous apporte des pépites. Voilà, voilà. Compte sur nous là-dessus, que ce soit Super. moi ou dans le chat Oui, là-dessus. oui, je fais confiance, il n'y a pas Voilà, de problème. on va pas pleurer ce soir. Hein, que tu prends Nougatman déjà, rien que lui, il sait mettre l'ambiance. Moi, je la mets en direct et lui, il la met sur le chat. Bon, bah, c'est parfait. Voilà. Alors, ces blessures d'âme, effectivement, une première question serait est-ce qu'on arrive sur Terre avec, on va dire, un petit peu des bagages un petit peu bien tristes de nos vies passées? C'est-à-dire qu'on vient avec des bagages malheureusement malheureux qui, quelque part, notre âme n'a pas réglé certaines choses dans notre vie, donc elle les apporte de vie en vie, et tant qu'elle ne les libère pas, eh bien, on va dire que les incarnations futures sont de plus en plus compliquées. Oui et non. Alors, en effet, alors moi déjà j'ai une vision, donc je vais tout de suite mettre les pieds dans le plat. En fait, moi j'ai une vision que nos vies, elles sont pas antérieures et passées, mais qu'elles sont simultanées. Voilà. Donc déjà, ça change la donne. En effet, l'âme, quand elle choisit de s'incarner dans un être humain avec une identité, donc moi, Jessie, quand j'ai choisi de m'incarner, j'ai choisi que j'avais envie d'expérimenter peut-être la blessure de me sentir rejetée, seule, solitaire. Et donc, je vais choisir la blessure d'âme du rejet et je vais choisir aussi les parents, la famille, le pays, la communauté, l'époque pour vivre cette expérience. D'accord? Et souvent, nos propres parents ont les blessures d'âme. Donc, tout est lié. Et lorsqu'on se guérit, qu'on se libère de cette blessure d'âme, on va se rendre compte que ça change complètement notre relation avec nos parents et nous-mêmes, complètement. Voilà. Donc oui, les vies, voilà, on va dire antérieures, passées, problématiques, vont se reproduire ici. Moi, j'aime bien. Alors, il y a des années où je travaillais beaucoup en régression, les vies antérieures, etc. Et en fait, je me suis rendu compte qu'il n'y a pas besoin, parce que tout est dans l'enfance. Il suffit d'aller dans l'enfance et on règle tout, quoi. Sinon, on peut vraiment se perdre. Hein. Faut faire Ah oui, attention. oui, oui, oui. C'est vrai, ça, je suis entièrement d'accord avec toi, 100% d'accord. Tout vient de l'enfance. C'est pour ça que ce qui est assez extraordinaire, c'est que de plus en plus d'enfants et d'adolescents, je parlais avec un intervenant qui est bientôt sur la chaîne et qui me disait qu'il a créé un groupe sur Facebook où des adolescents de 14-15 ans s'intéressent à tout ça. Et sont de plus en plus à fond là-dedans, le voyage astral, Génial. ce genre de choses. Et je trouve ça extraordinaire. Donc, ça veut dire aussi que automatiquement, une conscience, en fait, des nouvelles consciences, et nouvelles générations sont de plus en plus Évoluer. évoluer, Conscient. synchroniser avec eux-mêmes, ce qui fait que automatiquement l'éducation qu'ils donneront à leurs enfants va systématiquement être différente de nous, nos aïeux qui n'avaient pas cette conscience-là et qui nous ont refilé un petit peu toutes leurs peurs, tous leurs soucis. Tout à fait. De toute façon, on voit hein, nos enfants, ils sont complètement différents que nous avons été enfants. Mm. Moi, je m'en rends compte. Je me rends compte encore avec les enfants qui arrivent, les petits, parce que moi maintenant j'ai des ados, mais je me rends compte encore avec les plus petits, ils sont complètement différents. Ils ont une sensibilité, ils ont des questions avec une maturité. Et tu fais waouh. Alors que nous, à leur époque, on se posait pas ce genre de questions. Moi, je me rappelle mes enfants qui me disaient mais pourquoi c'est comme ça? Tu sais, quand tu leur dis, bon, c'est comme ça qu'il faut faire. Il faut se tenir bien à table, il faut être poli, il faut dire bonjour. Alors moi, j'avais une de mes filles, elle me disait, mais pourquoi? Alors j'étais là, comment dire? Bon, c'est du savoir-vivre, etc. Mais c'est vrai que des fois, je me suis retrouvée face à mes enfants qui remettaient en question tous ces conditionnements qu'on a créés, qu'on a figés. Et tant mieux. C'est vrai. C'est vrai que les enfants, des fois, peuvent même te sortir des trucs où toi-même, tu ne sais pas trop quoi répondre. Ouais. Ils ont, euh, des fois, ils font même des rêves. Même de plus en plus d'enfants, c'est comme ça incroyable, s'intéressent aux pierres, à la lithothérapie. C'est vrai que je le répète souvent, mais je dis, moi, j'ai un fils de 6 ans. Il y a 6 ans, j'ai demandé qu'est-ce que tu veux pour son anniversaire. Dans 2 mois, il me dit, écoute, je sais pas, des pierres. Je fais des pierres. Je dis oui. Je dis, tu veux, je t'achète des pierres. Mais j'ai dit, tu veux pas un jouet? Non. Il me dit non, les jouets, ça m'intéresse plus trop. Non, des pierres. Et puis alors, avec ces petites pierres là, il les regarde, puis il est content, puis elle est jolie, puis tu sais,
Voilà. Et alors, je ne dis pas que tous les enfants sont comme ça, mais de plus en plus d'enfants, hein, même dans mon entourage, voilà, ont une vision, ils ont une vision du monde qui est beaucoup plus belle, beaucoup plus belle. C'est vrai que nous, on a eu des parents qui avaient eu, leurs parents à eux avaient connu la guerre, donc il y avait quand même déjà un traumatisme déjà très important de ce côté-là. Leurs parents à eux avaient connu, eux, la Première Guerre mondiale, donc c'était lourd. Donc, d'une certaine mesure, nous avons eu la chance peut-être, je dirais, de ne pas trop subir, et encore d'avoir la chance aujourd'hui d'avoir cette ouverture, mais ça n'a pas été facile. C'est ça. Voilà. Alors, comment faire pour justement pouvoir déjà se connecter à son âme et aller chercher à l'intérieur de nous ces blessures, du moins pouvoir définir, mettre des mots sur ces blessures. Alors, le mieux déjà, c'est de se renseigner, de découvrir ses blessures. Donc, chaque blessure, elle a sa propre caractéristique. On a des comportements, des peurs, on a un masque, tout ça, on va le voir. Et donc, déjà, en découvrant, on va se reconnaître à l'intérieur. On va se dire, bah oui, c'est moi. Ben, je comprends. Déjà, de comprendre, ça fait du bien. Enfin, moi, je suis une personne qui a besoin de comprendre. Quand tu comprends pourquoi tu réagis comme ça et que tu n'arrives pas à changer, bah déjà, ça fait du bien. Tu commences à intégrer. C'est le début de la guérison. Et ensuite, ça demande de l'acceptation, de ne pas juger, parce qu'on n'est pas là pour faire le procès de ses parents, ça mène à rien. Souvent, on peut ressentir de la colère ou envie d'avoir réparation. Généralement, on ne l'a pas. Donc déjà, essayer de ne pas juger et de prendre en charge la blessure, de prendre en charge la douleur de l'enfant, parce qu'on a tous un enfant intérieur en soi. Et donc, quand on prend en charge sa propre douleur, on va sortir de tout le masque, de tous les mécanismes, les comportements d'évitement, et on va petit à petit y mettre de l'amour, tout simplement. On se rend compte aussi dans les blessures d'âme, quand on travaille dessus, qu'il y a aussi beaucoup l'interprétation de l'enfant. Quand on est enfant, on interprète ce qu'on voit. La psychologie de l'enfant n'a rien à voir avec la psychologie de l'adulte. Par exemple, un enfant qui voit pas un de ses parents, un parent qui travaille beaucoup, qui est beaucoup absent, il va se dire je suis pas assez aimable pour que papa ou maman soit là. C'est comme ça qu'il réagit un enfant. Un enfant qui se fait disputer sévèrement, critiquer, il va se dire je suis pas aimable, on risque de m'abandonner ou me rejeter. Il fait pas la distinction entre l'éducation, la punition et l'amour qu'on lui porte. Et on a une éducation, encore aujourd'hui, où tu fais bien, t'es félicité, bravo, je suis fière de toi, tu fais mal, c'est pas bien, tu te rends compte, etc. Et l'enfant, il a l'impression que quand il fait mal, on lui enlève l'amour. Et un enfant sans amour, un enfant sans parents ne peut pas survivre. C'est vraiment une question de vie ou de mort. Et ça, faut le comprendre. Nous, en tant qu'adultes, on se fâche avec quelqu'un, on se fâche avec nos parents. Bon, on est indépendant, on survit, on vit. Un enfant, ça survit pas sans ses parents. Parce que les parents le nourrissent, les parents le mettent en sécurité, les parents l'habillent, les parents, voilà, ils font tout. C'est tout un monde pour lui, les parents. Donc, quand il est face à un parent qui n'est pas là, ou qui est autoritaire, ou qui est pas content, bah, l'enfant a très peur. Et du coup, il va créer une blessure. Donc, la blessure, c'est la souffrance. Et pour se protéger, il va créer un masque. Chaque blessure d'âme a un masque. Et le masque, c'est quoi? C'est l'ego. En fait, l'enfant va créer un personnage fictif qui est l'ego pour survivre. Et quand on est adulte, c'est toujours là. Et ce masque, cette protection deviennent une prison. On croit que ça continue à nous protéger, c'est inconscient, mais en fait, ça devient une prison et ça empêche d'être nous-mêmes. D'accord? Donc ça, faut voilà, remettre en place que l'enfant ne pense pas comme l'adulte. C'est très important de comprendre ça. Et tu comprends que derrière, il y a une réelle souffrance qui a réactualisé, que nous, l'adulte, on doit réactualiser pour libérer. Il y a une phrase qui est très, pardon, excuse-moi, il y a une phrase qui est très belle qui dit percevez vos enfants et vous les entendrez. Tout à fait. Mais l'enfant intérieur, moi, c'est quelque chose que j'ai appris parce que j'arrivais pas à comprendre l'enfant intérieur. Pendant des années, moi, l'enfant intérieur, je comprenais pas ce que c'était. Et grâce au dialogue que j'ai eu avec la source m'a expliqué que l'enfant intérieur, c'est pas un véritable enfant à proprement parler, mais c'est comme un programme de l'âme
comme un programme vierge qui s'incarne sur Terre et qui va se construire par les expériences, par l'éducation, par tout ce qu'il va vivre comme expérience. Et du coup, cet enfant, il a à peu près chez chacun entre 3 et 6 ans. D'accord? On a l'adulte, mais on a aussi cet enfant intérieur de 3-6 ans qui continue à vivre en nous. Et c'est les fameuses émotions irrationnelles. Je pense que tout le monde, ça vous est arrivé d'avoir des peurs, vous ne savez pas pourquoi, ou de surréagir à une situation et vous ne comprenez pas vous-même. Et vous dites, mais pourquoi je réagis comme ça? Et vous pouvez rien y faire, c'est irrationnel. C'est parce que ça a touché l'enfant intérieur, ça a touché une blessure, et là, vous n'avez plus de contrôle. Hein. Donc, ça demande à aller voir cet enfant intérieur, à aller l'accueillir et à aller, voilà, aller dans sa blessure, choisir de la contacter. Ça demande du courage, donc souvent, il faut être accompagné. Mais une fois qu'on contacte sa blessure, elle peut enfin nous traverser, et là, c'est fini. Là, c'est un vrai processus de guérison. Et comment faire pour en fait aider l'âme d'un jeune enfant à trouver sa voie? Alors, toutes les aspirations d'âme, c'est justement tout ce qui est passion, tout ce qui est talent inné aussi. Un enfant, quand tu vois ton fils qui adore les pierres, ben, tu vas l'encourager à aller vers la nature, à aller vers les pierres, à aller pourquoi pas vers tout ce qui est médecine de la terre, comme le chamanisme, etc. En fait, c'est ça l'âme. L'âme, c'est tout ce que tu aimais enfant. Quel était le métier que tu voulais faire plus tard? Quels étaient tes rêves? Et en grandissant comme ça, tu abandonnes. Tu vois, par rapport à l'école, par rapport à la vie de tous les jours, tu abandonnes tes rêves. Mais si tu veux te reconnecter à ton âme, bah, tu te reconnectes à tout ce que tu aimais faire enfant. Ça te reconnecte à l'âme. Alors justement, quelle est notre responsabilité en tant que parents face à l'évolution de nos enfants spirituellement? Ça, c'est important. Merci. Merci pour la question. Déjà, quand on choisit de se guérir soi-même, eh ben, on guérit tous les autres. D'accord? On casse un peu cette chaîne transgénérationnelle. En tant que parent, quand on ne peut pas éviter les blessures de l'âme. Alors moi, j'ai tout essayé. Moi, voilà, depuis toujours, je me suis dit, bon, bah, moi, mes enfants, bah, je ferai comme ci, je ferai comme ça. Si je peux, je les mets sous une coupe et elles vont avoir la vie la plus merveilleuse au monde. C'est pas possible. Et heureusement. Parce que l'âme se sert de la souffrance pour révéler tout notre potentiel et pour nous sortir de l'illusion de la dualité et de l'ego. Déjà, ça, c'est une notion qui n'est pas simple. Hein. J'ai voulu protéger mes enfants, la vie a fait que c'était pas possible. Elles avaient leur programme de vivre ces blessures d'âme. Après, bien sûr, on va pas chercher à qui souffre, on va tout faire pour les aider. Donc moi, ce que je propose souvent quand on pose cette question, c'est dire à un enfant, quand on le dispute parce qu'il a fait une bêtise et qu'on est très fâché, parce que voilà, il y a des bêtises où il faut se fâcher, et ben de lui dire, là, je suis pas content, là, je suis fâché par ton comportement, mais je t'aime. Ça n'enlève pas l'amour que j'ai pour toi. Quelque chose de très puissant aussi, c'est de lui dire, je te vois. Parce que souvent, les enfants, alors surtout aujourd'hui, on travaille beaucoup, on est très sollicité par tout ce qui est Internet, téléphone, malheureusement, on se coupe un peu de la réalité. Et les enfants vont parler beaucoup, vont faire des bêtises, vont attirer l'attention comme ils peuvent, même inconsciemment. Et ils peuvent faire des disputes, ils peuvent tomber malades. Tout ça, c'est pour attirer de l'attention. Et juste de dire à un enfant, je te vois, ça désamorce. On voit son enfant se transformer, son visage s'apaiser et ça désamorce. Voilà, un enfant il a besoin d'être reconnu, donc vu et aimé. Une fois qu'il a ça, c'est bon. Il a les bases pour se construire de manière solide et épanouissante. Un maître spirituel en Inde disait bien que justement avec les enfants de 0 à 10 ans, il fallait avoir une grande autorité. Ne rien laisser passer. Il disait c'est important et après à l'adolescence de les accompagner. Et il disait après une fois qu'ils sont adultes c'est différent. Mais c'est important de leur donner des bases. On peut être dans la spiritualité mais ne pas tout laisser passer parce que c'est ce que font certains en se disant
effectivement, ils arrivent avec une conception de la réalité bien supérieure à nous, mais de ne pas non plus les laisser tout faire parce que la vie aussi, ils vont être confrontés à des gens qui n'ont pas cette réalité. Et il serait fort dommage à un moment donné qu'il y ait un décalage entre les deux. Voilà. C'est ça. Il Il faut savoir poser des cadres. Mmh. Poser des cadres à un enfant, c'est sécurisant. On voit bien les enfants rois qu'on a appelés, à qui les parents cédaient tout. Donc ça, c'est un peu, il y a quoi, il y a 10-15 ans en arrière, il y a eu cette époque-là, enfants rois, où on cédait tout. C'était des enfants tyrans, on appelait ça aussi. Mais en fait, c'est parce qu'ils avaient peur, ces enfants. Il n'y avait pas de structure, il n'y avait pas de cadre. Du coup, ils testaient sans cesse les limites. Un enfant, on voit ça à partir de 4 ans. Moi, je me rappelle bien. À partir de 4 ans, ils testent les limites. Tout ce qu'on va dire, ils vont dire non. Et ils vont tester comme ça. Et il est super important de ne pas fléchir parce que ça leur pose un socle et une sécurité. Alors, par contre, il ne faut pas partir dans l'autorité dure, stricte, pas de nourriture affective, voilà. C'est toujours pareil, il ne faut pas aller dans un extrême à l'autre. Je suis très étonné. Je pensais que quand même, aller un coup de bâton de temps en temps, les foutre dans la cave, les priver de nourriture pendant 2-3 jours. Enfin, moi, je trouve que c'est pas de temps en temps. Quand c'est de temps en temps, quand c'est tous les jours, bon, non, mais quand c'est. Non, mais je préfère le dire quand même parce que. Bien sûr, non, mais bien entendu. Mais après, comment faire justement pour aider un enfant qui, par contre, là, on parle d'une enfance, on va dire, dite traditionnelle, de famille en famille, bien que on vive tous des choses différentes. Mais prenons par contre un enfant qui, lui, par contre, a subi de gros traumatismes, énormément de violence, de l'inceste, qui a subi du harcèlement à l'école. Comment faire pour aider? Parce qu'on peut découvrir justement toute cette spiritualité que des années après. Je veux dire, une mère peut très bien, par exemple, quand son fils a 15 ans, elle rentre là-dedans et elle découvre tout ça. Donc, comment maintenant aller aider un enfant qui n'a pas eu ça dès sa naissance et l'amener, on voit bien, nous, on découvre des choses en tant que parents, on se dit, tiens, lui, mon fils, ma fille, là, elle vit tel ou tel truc, je pense que c'est peut-être par rapport à ça. Nous, on y met des mots, mais l'adolescent, peut-être pas. Alors, comment faire pour amener l'enfant ou même notre enfant intérieur, puisque c'est aussi des découvertes que nous, on va faire plus tard, à plus de douceur, parce que je pense que c'est comme tout, quand on prend un chien ou un chat à la SPA, si on le prend et qu'on le chope de force, il ne vient pas. Maintenant, si on lui amène de l'amour, on arrive avec une bonne vibration et avec de la patience et de la tendresse, je pense que le dialogue est plus facile. Donc, est-ce que c'est exactement la même chose avec l'enfant intérieur ainsi qu'avec les enfants? C'est ça. Bah, on peut pas avoir une réponse toute faite parce que tous les enfants sont différents. La façon qu'ils l'ont vécu, pour chaque enfant, ça sera différent. Il y a le caractère, il y a voilà, il y a et puis c'est fragile aussi. On ne faut pas forcer un enfant à parler s'il veut pas parler, parce que c'est une protection. Le mieux, c'est d'être ouvert à la communication, mais seulement si lui veut parler, d'accord? S'il préfère tout fermer, il faut accepter qu'il en parlera peut-être plus tard, parce que c'est un moyen que la psyché a pris. Moi, je me rappelle d'une enfant qu'à chaque fois qu'on parlait de choses qui lui faisaient peur ou qui émotionnellement étaient dures, elle s'endormait. Mais comme ça, d'un coup, même assise sur une chaise. Ça, faut surtout pas forcer. Après, tout ce qui est abus, violence, etc., eh ben voilà, c'est une procédure, c'est une thérapie spécifique. Pour les abus, il faut retrouver sa pureté, il faut retrouver que son corps, c'est sa propriété. Voilà, il y a tout un processus. Donc, on peut pas faire une réponse toute faite. Ce qu'il faut, c'est laisser un espace où l'enfant sera accueilli dans sa parole, où on peut lui proposer tout ce qui est thérapie, et beaucoup d'amour, et beaucoup de temps, et beaucoup de sécurité. La sécurité, c'est hyper important. Il faut savoir aussi que les enfants s'adaptent énormément et très vite. Et c'est aussi ce que nous, les adultes, on peut en faire qui aggrave les choses. Donc ça, c'est pareil. Respecter l'enfant s'il veut rester de côté et gérer tout ça plus tard. Voilà. Alors, pourquoi certains enfants, malgré tout, dès la naissance pour certains, ou même pour d'autres,
au cours de leur jeunesse, déclenchent des maladies qui, pour certains, sont graves. L'enfant, pourtant, n'a quand même pas eu le temps véritablement de développer en lui des blessures profondes, du rejet pendant des années, tu vois, de la souffrance pendant des années, et pourtant, ils naissent, pour certains, avec des leucémies, des cancers, des maladies quand même qui sont très graves. Pourquoi une âme va s'incarner comme ça, ou du moins vouloir. Est-ce que c'est une expérience de l'âme? Parce que, bien, on sait très bien que malheureusement, dans certaines maladies chez un enfant, ça va amener malheureusement à la mort et que ça aura un impact sur les parents et que grâce à cela, même si c'est terrible, les parents évolueront. Est-ce que c'est un choix ou est-ce que c'est dans le ventre de la mère à la naissance des blessures tellement profondes que l'enfant le ressent et puis finalement il les porte, quoi. Les deux. Les deux, ouais. Les deux. Les deux sont liés. De toute façon, dès la conception, quelle est l'énergie quand quand les parents ont fait l'amour et que l'enfant a été créé? Déjà, quelle est cette énergie, hein? Est-ce qu'il y avait de l'amour, pas d'amour? Ensuite, comment s'est passée toute la grossesse? Est-ce que la maman était dans l'accueil, était dans la peur, était dans le rejet? Est-ce qu'avant cet enfant, il y a eu un avortement, une fausse couche? Comment la mémoire de l'utérus? Comment s'est passée la naissance? Est-ce que c'est une naissance difficile, facile? Comment était la fratrie? Comment était le foyer? Il y a tellement de paramètres. Et un enfant, c'est une éponge. Jusqu'à 9 mois, il fait pas de distinction entre lui et sa mère. C'est la même chose. C'est pour ça que souvent, à 9 mois, il commence les cauchemars. Parce qu'il commence à prendre conscience qu'il est séparé de sa mère. Mais un enfant, jusqu'à 9 mois, il est sa mère. Et nous, dans notre société occidentale, on sépare très vite l'enfant des mères. Pour aller travailler, on les sépare dès l'accouchement. L'accouchement, c'est une catastrophe. Comment c'est fait en Occident? Il faudrait complètement changer ça. C'est trop médicalisé, c'est trop. Enfin voilà, on force que la mère soit dans une position qui n'est pas naturelle pour accoucher. Enfin, il y a tout à revoir, quoi. Puis la violence aussi au niveau de l'accouchement, la violence gynécologique, enfin voilà, il y a beaucoup de choses à revoir. Et l'enfant qui est une éponge, il ressent toutes ces agressions. Et il ne sait pas faire la différence entre lui et sa mère, entre ses émotions, les émotions de sa mère, et tout ce qu'il reçoit, s'est dirigé vers lui, il croit qu'il est le centre de tout. Maman, elle est triste, il croit qu'il est triste à cause de lui. Tu vois, il y a tellement de paramètres. C'est pour ça aussi que c'est intéressant d'aller voir comment s'est passée la grossesse. Est-ce qu'avant, il y a eu des avortements, des fausses couches? Comment s'est passée la naissance? Tout ça, c'est hyper important. Non, mais c'est vrai, c'est très intéressant ce que tu dis, que effectivement, même déjà dans la conception, quelle énergie dans quelle énergie on est, c'est vrai. Voilà. Est-ce que je suis un enfant qui a été fait avec amour et qu'on avait envie que je naisse? Est-ce que je suis un enfant accident? Est-ce que c'était juste une aventure d'un soir? Tu vois, il y a tellement de choses à voir. Oui, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Mm. C'est vrai, justement, prenons Parce que ta justement. toute première cellule, elle est créée avec cet acte, avec cette Oui, énergie. justement, prenons le cas, par exemple, des enfants qui sont aveugles, des enfants qui sont autistes, d'autres enfants. Est-ce que cela a un impact sur l'énergie de la création? Est-ce que c'est pendant l'énergie de la création des deux parents ou alors là, c'est complètement différent? C'est vraiment une étape que l'âme choisit, une expérience qu'elle choisit de vivre parce que cela lui apportera après par la suite. Bah, c'est encore les deux. Parce qu'il y a aussi la génétique. Est-ce qu'il y a déjà eu des aveugles dans la famille, des autistes, et du coup, l'âme a choisi cette famille? Tu vois, quels sont les antécédents? Il y a l'ADN, c'est toujours les deux. Les deux sont liés. En fait, on a tendance, nous, à séparer. En fait, il faut essayer d'avoir une vision globale que tout est lié. Tout sert l'âme. Et justement, dans les blessures d'âme, en fait, dès que quelque part dans notre vie, on sent du rejet, de l'abandon, de la souffrance, systématiquement, ça impacte notre âme. Oui. Alors, on dit l'âme. Je ne pense pas que l'âme est concrètement blessée parce que l'âme, c'est une partie du grand tout, de la source. Mais c'est vraiment la blessure, elle appartient vraiment à l'enfant intérieur, qui est relié à l'âme et qui est relié à l'ego. Tu vois, tu peux voir l'âme, l'enfant intérieur et après l'ego. Tu vois un peu?
Là, ça comme un forme une entonnoir trinité, comme quelque ça. part, alors, du coup. Hein? Ça forme une trinité. Ouais, c'est ça. Et du Ouais. coup, la blessure, c'est surtout l'enfant intérieur qui, du coup, crée l'ego. Et nous, après, bah, on est enfermé avec Oui. l'ego. Et ce qu'il faut, c'est que quand on règle cette blessure de l'âme, l'ego devient transparent et on rejoint l'âme. Tu vois un peu l'idée? C'est on Ouais. descend, puis après on remonte. Donc, en fait, c'est vraiment d'aller, vraiment pour se guérir, enfin, pour se guérir, pour se libérer, je dirais encore mieux, pour se libérer des entraves qui sont dans notre vie, des choses qui nous empêchent d'avancer, c'est vraiment d'aller libérer cet enfant intérieur. Alors, C'est une on clé. pourrait se dire que c'est plus facile à dire qu'à faire, parce qu'on pourrait très bien se dire, bon, bah, ce soir, avant de me coucher, je vais parler au petit garçon que j'étais. Ah, Voilà, ça serait bien. en Oh là là. attendant, je m'imagine quand tu es petit, quand tu as pris. Voilà. En fait, c'est comment, par contre, mettre ça en pratique. Parce que, alors, bien sûr, tu vas justement proposer des ateliers sur ce sujet-là, mais au-delà de ça, est-ce qu'il y a différentes techniques pour le faire? Comment est-ce que vraiment d'aller imaginer qui on était petit, c'est vers ça qu'il faut aller, ou alors est-ce que c'est encore autre chose? Alors, il y a plein de méthodes. C'est ça qui est fabuleux. C'est qu'il y a autant de méthodes de thérapie que de personnes. C'est pour ça qu'il y en a beaucoup aussi en ce moment. Il y a beaucoup de thérapeutes, beaucoup de méthodes, etc. Et c'est super parce qu'on est tous différents. Donc il y a plein de méthodes. Ce qui fonctionne bien avec l'enfant intérieur, ça peut être l'art-thérapie. Ça, j'aime bien, ça fonctionne bien. Ça peut être tout ce qui est méditation guidée, donc justement aller voir cet enfant intérieur. Après, il y a de l'hypnose. Après, toi, il y a beaucoup de méthodes, la PNL, le FT, etc. Et c'est, voilà, selon chacun, ses ressentis, il va choisir ce qu'il préfère. Par contre, la méthode Coé, ça marche pas. En mode, oui, voilà, ma petite fille, tout ça, bon, ça marche pas. Parce que ça demande de contacter ses émotions. Tu peux pas guérir ton enfant intérieur si tu vas pas dans tes émotions. C'est lié avec le corps émotionnel. Donc, tu sais que tu es vraiment dans ton enfant intérieur et que tu es vraiment dans une libération dès que tu touches l'émotionnel, dès que tu touches la souffrance, la tristesse, la sensation d'abandon, de rejet, d'humiliation. Là, c'est bon. Alors souvent, il y a des gens qui voient leur enfant intérieur comme un petit enfant. Des fois, il ne te ressemble pas à ton enfant intérieur et c'est OK. Donc, tu peux retrouver ton enfant intérieur. Moi, je vois dans mes soins, les enfants intérieurs, ils sont toujours dans un univers, dans un décor spécifique. Donc, tu as des enfants qui sont encore dans la maison familiale, tu en as qui sont repliés dans leur chambre, tu en as qui sont cachés dans un bois. Tu vois, c'est vraiment un monde imaginaire. Et tu vas chercher ton enfant intérieur, tu vas aller le consoler, tu vas aller parler avec lui et tu vas faire tout un travail comme ça de réconciliation, de retrouvailles et lui apporter ce qui lui manque. Tu deviens un parent intérieur. Tu as enfant intérieur et tu as aussi parent intérieur. Tu peux pas continuer à demander à tes parents biologiques de venir soigner ton enfant intérieur. C'est pas possible. Tu dois te créer tes propres parents intérieurs pour le faire. Je sais pas si j'ai répondu à la question. Oui, si, tout C'est à fait. clair? Ouais. Oui, hein, Parce c'est que clair. là, je Ouais. pars. Bon, ça va. Non, non, mais c'est très bien, mais c'est vrai, L'art-thérapie, c'est pas mal. c'est vrai que, alors, ce que tu dis, et ce qui était très juste, tu disais en début d'émission, tu disais que quand donc on libère des blessures de notre enfant intérieur, dans notre vie, il se passe des transformations. C'est-à-dire que des situations dans lesquelles on était complètement bloqué, dans lesquelles on ne voyait aucune possibilité, d'un coup, il y a un revirement de situation soudain et extraordinaire. Ça, il faut quand même le savoir. Ça va même plus loin. Ton corps physique change. Ah oui. Parce que les blessures d'âme, elles sont liées à la morphologie. Ton corps prend la forme de la blessure d'âme. C'est incroyable. Donc, ça veut dire que il faut savoir déjà qu'on a tous plusieurs blessures d'âme. Ça, c'est important. Alors, il y en a qui parlent de 3, moi je pense 4. Il n'y a que l'humiliation où c'est pas tout le monde. Mais on a toutes les blessures d'âme à différents degrés. Et tu as, par exemple, on va dire 60% la blessure d'âme du rejet, 20% abandon, 10% trahison, tu vois. Et donc, ton corps, il prend la forme de ta blessure d'âme. Et au fur et à mesure que tu te libères de ta blessure d'âme, ton corps peut changer. C'est incroyable quand même. Tu sais, des fois, tu peux te sentir comme ça. Et puis d'un coup, tu te sens comme ça. Ça vous est jamais arrivé?
de faire des libérations, une thérapie, des techniques, et vous sentez votre corps qui se redresse, ou vous perdez du poids comme ça. Moi, j'ai vu des personnes perdre du poids en une nuit, hein. Je vous assure, hein, c'est quand même assez incroyable, hein, en une nuit. Donc, des problèmes physiques qui s'estompent, des relations qui se transforment complètement. Souvent, le milieu professionnel aussi. Il faut savoir que nos chefs représentent l'autorité parentale. C'est intéressant quand on voit Est-ce qu'on a que, des problèmes pareil, avec son chef. pareil, j'ai envie de te dire, quelque part, on s'aperçoit aussi quand on n'a pas réglé certaines blessures que les rencontres amoureuses, Bien sûr. les rencontres de la personne qui va se retrouver en face de nous, on se dit, quand on fait le bilan des fois de certaines personnes, on se dit, là j'avais mon père, là j'avais ma mère. Exactement, bien sûr. Voilà. Puis ceux qui ont la blessure du rejet, ils vont attirer des personnes qui les rejettent. Ceux qui ont la blessure d'humiliation, ils vont attirer des personnes qui vont leur faire honte, les humilier. En fait, on attire ce qu'on vibre, hein. C'est tout. Ça, c'est important d'en prendre conscience. C'est ça. Moi, avant, j'aime bien parler de mon expérience parce que je trouve que c'est important. Moi, je travaille toujours à partir de mon expérience. Avant, j'étais dépendante. J'avais vraiment la blessure d'abandon. La blessure d'abandon, c'est la dépendance affective, la dépendance d'avoir toujours quelqu'un pour me rassurer, pour m'aider. Et donc, j'étais aussi souvent malade. Alors, quand j'étais petite fille, j'étais très malade. Et en fait, je m'étais rendu compte qu'à chaque fois que j'étais malade, j'avais des cadeaux, où j'avais mes parents qui s'occupaient de moi et tout. Et donc, voilà, un enfant, ça réfléchit pas, hein. C'est, oh, bah tiens. Voilà, donc j'étais souvent malade. Sauf qu'une fois que j'étais adulte, j'arrêtais pas de somatiser, j'arrêtais pas de tomber malade. Et là, je voulais plus. Parce que voilà, je pouvais plus, le travail, les enfants. Ça veut dire que ça se retournait contre moi et que je pouvais rien y faire. Je me suis mis à faire des crises d'angoisse, des crises de panique. J'avais toujours besoin de quelqu'un, enfin, un vrai enfer. Je me dis non, mais je veux pas être comme ça. Je veux être indépendante, je veux être libre, etc. Donc j'ai commencé à faire un travail sur moi avec la blessure d'abandon et je me suis sortie de cette dépendance. Ça veut dire qu'aujourd'hui, je suis dans un couple où je me sens pas dépendante de mon chéri, où je me sens pas dépendante des autres. Et j'aime, mais sans avoir besoin de l'autre pour survivre, sans avoir besoin de l'autre pour me sentir en sécurité. Donc j'ai vraiment transformé mes relations, mon rapport à l'argent, l'amour, l'amitié, la famille. Enfin, on change tout en fait, tous les domaines, parce que ça régit tous les domaines de notre vie. C'est incroyable. Absolument. Moi, je suis comme toi. Alors, je n'ai peut-être pas tout réglé, mais du Moi moins, non plus, hein, j'ai pas tout réglé, hein. mais C'est du moins, normal, hein. j'ai vu des transformations, oui, en amour, j'ai vu des transformations à bien des niveaux, parce que pendant longtemps, par exemple, voilà, j'étais en amour, c'était, oui, à un moment donné, j'étais avec mon père. C'était l'enfer total. À cette époque-là, c'était l'enfer total. Je me suis retrouvé au travail, pareil, je me retrouvais avec des autorités qui ne me convenaient pas du tout, et à chaque fois, ça Que se tu terminait de la même attires. manière. Voilà. Donc, justement, c'est à un moment donné, qu'est-ce qu'il faut faire quand on prend un peu le bilan, quand on prend un peu de recul, parce que le problème, c'est qu'on est dans une vie, on avance, on avance, on avance, on avance, on a plein de projets. Rares sont les personnes qui sont pleinement dans le présent. Moi, je n'en fais pas partie, j'avoue. Je suis tout le temps tourné bien souvent vers l'avenir. Donc, on avance. Est-ce qu'on prend à un moment donné un peu du temps pour se dire du recul? C'est souvent quand il nous arrive des merdes dans la vie, où à un moment donné, on se dit attends, Ouais. qu'est-ce qui se passe là? Donc, on va peut-être prendre un peu le temps finalement de faire un peu un petit bilan de ma vie et de me poser des mots sur qu'est-ce qui cloche, qu'est-ce qui ne va pas, qu'est-ce que je peux faire pour améliorer mon quotidien. Voilà. Est-ce que tu penses qu'au fond de nous, on sait tous véritablement quelle est notre plus grande blessure? Non. Moi, je croyais connaître la mienne. Et en faisant ces soins pour les gens de blessures d'âme, et ben, j'en ai découvert une que je savais pas avoir. Et j'ai été très choquée parce que je suis en plein dedans. Donc non. Des fois, on va fuir, hein, on va fuir notre blessure. C'est pour ça que c'est intéressant de toutes les découvrir. Parce qu'on a un peu toutes les blessures en soi. Donc on croit, peut-être qu'on sait la primordiale, mais on s'imagine pas toutes les autres qui régissent notre vie.
Je t'ai perdu, Anatole. Non, c'est bon, je n'arrivais pas à cliquer. Absolument. Et justement, comment... alors, Attends, en oui, plus, ce qu'il faut savoir, moi, c'est quelque chose que je me suis rendu compte, c'est que tu peux, pendant des années, être dans ta blessure d'âme d'abandon, puis après, tu passes dans la blessure d'âme de trahison, pendant 1 an, puis après, tu repasses dans une autre. C'est incroyable. Tu bouges. mais est-ce qu'on peut à un moment donné quand même régler toutes ces blessures d'âme? Parce Oui. que dans une vie, on peut tout régler et vraiment être totalement libéré de tout ça. Bah, je pense que oui, c'est les fameuses personnes qui sont réalisées. Hein. Tu en as des personnes réalisées sur Terre, hein. Tu as des avatars. Hein. Tu n'en as pas beaucoup, il y en a qui ne sont pas connus, mais tu en as. Regarde Amma. C'est vrai. C'est vrai. Donc là, c'est donc en fait quelque part ce que tu nous dis, le chemin d'éveil se fait à travers les blessures d'âme et donc bien évidemment à travers l'enfant intérieur et plus on va aller libérer cela, mais en fait concrètement, j'ai envie de dire comment cela se fait. C'est-à-dire, mettons une personne qui est dans l'abandon, prenons une personne qui est en couple et qui a vraiment toujours la peur qui se fait tout le temps larguer. C'est le mot. Voilà. Une fille, elle se fait larguer tout le temps par les mecs, puis à un moment donné, elle va dire, bah ouais, mais fais chier, je comprends pas, personne ne m'aime, personne ne veut de moi. Donc là, la personne va s'identifier à un moment donné, on va lui dire, mais en fait, là, tu vois, c'est la blessure d'abandon que tu as. Donc, que se passe-t-il le jour? Elle le sait, c'est pas parce qu'elle le sait qu'elle l'a réglé. Le jour où elle va se retrouver dans la même situation où là le mec se barre, qu'est-ce qu'elle doit adopter comme attitude? Se dire, c'est pas mon problème. Moi, je m'aime. C'était pas le bon. Voilà, c'était pas le bon. C'est pas grave. Un autre mieux que cela arrivera après. Ou alors, quelle attitude adopter à ce moment-là? Alors, Concrètement des il y a, sujets précis. il y a plusieurs étapes. Déjà, première étape, prendre conscience de sa blessure d'âme. Donc, c'est ce que tu as dit. Elle découvre qu'elle a la blessure d'âme d'abandon. Super. Déjà, elle en prend conscience. Déjà, quand tu le découvres, tu as un peu la pilule à avaler, tu vois. C'est ah ouais, mince. Depuis toute ma vie, c'est comme ça. Tu sais, tu as ce côté-là. Waouh. Et puis, ça c'est un peu fatalité, tu vois. Il y a un peu cette notion de bon. Donc, déjà, elle se rend compte de ça. Après, il faut qu'elle prenne conscience de ses comportements. Quelqu'un qui a la blessure d'âme d'abandon, il va avoir tendance à étouffer. Tu sais, c'est un peu le genre de personne que dès le début qui sont en couple, il sait trop oh, je l'aime, viens, on emménage ensemble, viens, on fait ça ensemble, on fait tout ensemble. Et souvent, ça fait peur. Tu sais, la personne en face, elle fait doucement. Déjà qu'elle se rend compte, bon, je fais exprès hein, d'extrapoler pour qu'on ait un bon exemple. Déjà qu'elle prenne conscience de ça, qu'elle se dise j'ai pas à coller toutes mes peurs tous mes désirs sur l'autre. C'est pas juste. Je dois apprendre à, voilà, à m'apporter l'amour, à m'apporter le soutien que je recherche tant chez l'autre. Déjà, tu vois qu'elle se voit comme ça dans ses comportements. Et si elle se fait quand même abandonner, et ben là, la vie lui sert sur un plateau d'aller toucher en soi la blessure. Parce que la blessure se répète, parce qu'on ne veut jamais la toucher. On fait toujours tout pour l'éviter. On fait toujours, oh, hop, je passe tout de suite dans une autre relation, ou c'est la faute à l'autre. Quand on dit c'est la faute à l'autre, c'est une manière de ne pas regarder en soi, hein, quand on accuse l'extérieur. Quand on va tout de suite dans une nouvelle relation, c'est pareil, on ne règle pas, on ne va pas voir ce qu'il y a en soi. Donc faire une pause, rester célibataire, moi c'est vraiment ce que je conseille, rester célibataire et de se dire, ok, moi je vais aller voir la petite fille abandonnée en moi. Je vais aller toucher cette émotion, je vais la laisser me traverser, je vais m'apporter tout l'amour dont j'ai besoin. Moi, des fois, j'aime bien dire aux personnes que j'accompagne après un soin comme ça qui est douloureux, émotionnel, enfant intérieur, des fois, je leur dis, bah, après le soin, vous savez ce que vous allez faire? Vous allez prendre un plaid tout doux et vous vous enveloppez dedans et vous vous donnez de l'amour. Vous mangez quelque chose, vous buvez un chocolat chaud, voilà, vous vous donnez de la douceur. Le faire physiquement, vraiment se nourrir d'amour, et elle va pouvoir s'en libérer. Ça va se faire. L'alchimie va se faire. Parce que nos blessures et nos émotions, une fois qu'on les contacte, une fois qu'on leur dit, vas-y, je te laisse toute la place, elles nous traversent et elles ne reviennent plus.
Mais on a tellement peur d'y aller, parce que c'est l'enfant, il veut surtout pas toucher ça. Et l'ego qui croit qu'il va disparaître, il croit qu'il va mourir. L'ego, il fait tout pour fuir, parce qu'il se dit, bah, moi, si je touche cette blessure ou cette peur, je disparais. Mais c'est pas vrai. C'est un programme, c'est pas vrai. On se transforme. Voilà. On se transforme. Alors, Alors bon, des fois, il faut être accompagné, hein, si c'est trop dur. justement, je trouve ça très bien, les exemples, parce que là, pour les personnes, des femmes ou des hommes, attention, sont Bien nombreux à sûr. vivre ça. Donc là, déjà, tu vois, tu leur donnes une idée. Prenons un autre cas, une personne qui a subi dans son enfance l'humiliation du père, souvent ça arrive, qui à un moment donné, prenons un gars, donc voilà, il a subi l'humiliation, et puis alors là, le gars dans la vie, il se dit, tu vas voir, parce que c'est la compétition, bien souvent père-fils, dans la réussite, tu vas voir, je vais te montrer qui je suis, tu vas voir. Donc le mec, il va vouloir professionnellement prouver à son père, non pas, c'est même plus pour lui, c'est à son père, je vais te montrer qui je suis, tu vas voir, regarde, je me suis acheté une maison, je me suis acheté une bagnole, tu as vu le boulot que j'ai. Voilà, et un jour, et ben malheureusement pour lui, il va y avoir un problème, et d'un coup, baf, tu vois, par exemple, il se retrouve dans une situation qu'il n'avait pas prévue, et le père qui arrive et qui lui dit, bah tu vois, qui va lui envoyer le truc, bah, tu vois, finalement, t'es comme quand t'as pas changé, t'es le même. Et là, paf, tu vois, le truc que tu ressens. Donc, prenons cet exemple-là, comment faire pour cette personne? C'est un bel exemple. C'est un bel exemple parce que déjà, c'est un exemple triste. La blessure d'âme d'humiliation, pour moi, c'est la plus triste. Parce que tu es vraiment touché dans ton intégrité. C'est très douloureux. Hein. C'est un bel exemple parce que cet homme qui a un super métier, qui a la super voiture, qui fait tout pour réussir, en fait, il vit pas sa vie. Il va vivre la vie que son père veut. Ça se trouve, il veut être artiste. Ça se trouve, il veut voyager. Tu vois? Donc en fait, il passe à côté de qui il est pour prouver quelque chose à son père. Tu vois? C'est un bel exemple dans ce sens-là. C'est déjà reconnaître: «Attends, mais pourquoi je dépense tant d'énergie? Pourquoi je passe à côté de ma vie pour ça?» C'est il faut qu'il fasse les choses pour lui, par amour pour lui et que son père, il soit content ou pas content, fier ou pas fier. Tu vois? On voit qu'il est dans l'enfant, qu'il est pas dans l'adulte. Déjà prendre conscience de ça et après si, voilà, on va dire qu'il est parti, qu'il vit une faillite personnelle et que son père en face de lui dit: «Bah, tu vois, tu es comme je pensais, tu es pas à la hauteur» ou quoi et ben, je pense que ce qu'il a besoin, c'est de dire, «OK, je suis peut-être pas à la hauteur pour toi, mais c'est juste une image, une apparence» et de se dire: «Mais moi, je vais vivre ma vie pour moi». Toi, il y a besoin d'une cassure avec son père et lui dire: «Mais je te laisse ta vie, quoi et moi, je vais vivre la mienne». Il faut qu'ils se choisissent. Ceux qui ont la blessure d'âme d'humiliation, c'est ceux qui vont toujours faire pour les autres, ils vont secourir les autres, ils vont répondre à leurs problèmes. Ils croient qu'il faut qu'ils soient utiles pour, avoir le droit d'être là, parce que sinon on veut pas d'eux. Et ben non, qu'ils comprennent que c'est pas pour ce qu'il apporte, pour ce qu'il fait, mais pour ce qu'il est qu'on l'aime. Et qui se choisissent. Et ceux qui ont eu des blessures d'humiliation, je vais rebondir sur tout ce qui est t'es sale, t'es moche, t'es honteux. Des fois, il y a hein, ce genre de blessure d'humiliation, c'est terrible chez l'enfant. Regarde comment t'es habillé, nanana. Et ben eux, je les invite vraiment. Moi, j'avais fait ça avec une femme parce qu'elle a vraiment une blessure tellement intense. Je lui avais dit, et je vous le partage, c'est très puissant. Je lui avais dit, bah, ce que tu vas faire, tu vas mettre plein de vêtements sur toi. Plein, 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 plein de vêtements. T'en mets. Genre, tu pourras même plus bouger. Et que des vêtements moches, des vêtements même sales, t'as qu'à les tacher. Tu vois, tu mets des taches, tu les déchires. Et tu mets tous ces vêtements comme ça, et tu sens bien la honte comme ça sur toi. Et après, t'enlèves tout. T'arraches tout, tu cries, t'enlèves tout. Après, tu vas prendre une douche. Tu te regardes dans la classe et tu te dis, ça y est, je suis pure, je suis belle, j'ai retrouvé ma pureté. C'est hyper intense ce que je vous dis de faire, mais c'est hyper
ça l'a transformée, c'est plus la même. Elle m'a appelée, elle pleurait, elle riait, elle me disait merci. Mais c'est marrant ce que tu dis, parce que j'ai fait une conférence il n'y a pas longtemps où j'expliquais justement un petit peu cette image, voilà, sous la douche, pareil. Et puis une fois, pareil, je me suis vu dans la glace, j'avais mon ventre, et vraiment, c'était de me dire, bah, finalement, je m'accepte tel que je suis. Et à partir de là, j'ai perdu du poids. Et en ça, tu as raison. C'est important de se regarder, mais se regarder avec bienveillance. Pendant des années, je ne me regardais pas, je me regarde et je me dis, t'as une tête sympa, tu vois, je suis pas là en train de m'aduler, putain, mais t'es beau, oh la vache, le mec, waouh, non, non, pas du tout. Mais cependant, pendant longtemps, l'image que j'avais de moi, je me regardais pas. J'ai même presque du mal à me regarder. Non pas parce que j'y voyais des défauts physiques, mais je préférais beaucoup plus l'aspect extérieur de moi qu'intérieur. Voilà. J'aimais cette personne extérieure de moi, mais l'aspect intérieur, je ne l'aimais pas. C'est comme, vous savez, ce phénomène très rigolo de personnes, et ça, c'est un phénomène qui pour énormément de gens, quand les gens viennent dire « je déteste entendre ma voix ». Et c'est vrai que moi, la voix que j'entends là quand je vous parle, je trouve que c'est une voix très sympa. Et souvent, des fois, quand j'entends ma voix, quand je regarde des émissions que j'ai fait, je me dis, ah ouais, souvent je me suis dit ça, mais t'as vraiment la voix du mec simplet, quoi. Alors, le voix, Mais non, c'est pas vrai en plus. non, mais c'est ce que j'ai pensé pendant longtemps. Salut, c'est Anatole, on va bienvenue. Hein, voilà, on sent le mec. Voilà. Le mec à qui on peut tout dire, on peut tout faire. Bon, c'est bien. Voilà. Mais j'ai appris à aimer justement cette voix. J'ai appris à aimer la personne que je suis. Alors, bien sûr, il y a toujours des choses, effectivement, à guérir, des choses à aimer, des choses à dépasser, si je puis dire. Mais en tous les cas, on sent bien que quand on va justement vers ce travail-là, le monde change autour de nous, on change aussi, effectivement, Ouais, comme tu dis. c'est notre réalité. Ouais. C'est notre réalité, mais c'est surtout incroyable de voir le pouvoir de notre vibration sur le monde extérieur. Voir que des personnes, je parlais justement encore en conférence, pour une conférence, c'est quelqu'un qui va venir et qui me disait bien, moi, mon père n'était pas du tout là-dedans. J'ai commencé à faire ça, des vidéos avec mes frères, et aujourd'hui, notre père nous écoute, notre père s'intéresse à ce qu'on fait. Mon père, c'est exactement la même chose. C'est Il ne ça. s'intéressait pas à ça. Aujourd'hui, il a une écoute attentive à tout ça, et c'est génial. Quelque chose qui aurait été impensable il y a 5 ans, mais parce que il y a eu tout un cheminement aussi qui a été fait à travers moi et à travers les choses. Maintenant, est-ce que le travail intérieur, parce qu'on sent, des fois je parle avec des gens, oui, non, là en ce moment je bosse sur ceci, je bosse sur cela, on dirait qu'on est un petit peu à l'école et que les gens cherchent à bosser, bosser, bosser. Alors là, c'est le confinement, on bosse, tu sais, on ne vit plus, on bosse sur tous nos problèmes. Est-ce que c'est quelque chose qui s'étale sur une vie ou est-ce qu'il faut vraiment bosser tous les jours, tous les jours, tous les jours pour avoir un résultat? Non, heureusement. Faut faire attention, ça peut être la blessure d'âme du rejet. Ceux qui ont la blessure d'âme du rejet, ils vont bosser, 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 être dans la spiritualité, être dans l'astral, être dans la quête, être dans la recherche, et ils vont y être toujours. Parce que c'est une manière de fuir ton incarnation. C'est une manière de ne pas contacter ce qui se passe ici et maintenant. Moi, je me suis perdue là-dedans. Hein. Donc, attention, ça peut être une fuite. On n'a pas besoin de bosser. La vie nous sert tout sur un plateau, en fait. Quand tu as un conflit avec quelqu'un, quand tu as une blessure, quand tu as un état d'âme, voilà, c'est toujours servi sur un plateau. Ce qui compte, moi je pense, ce qui compte, c'est de rechercher le plaisir, de rechercher la joie de vivre. Et si c'est pas là, ben c'est là que tu vas voir pourquoi c'est pas là. Voilà, tout simplement. Alors, Parce que bosser pour bosser, ah oui, non, c'est sûr. C'est sûr. Alors, je trouverais intéressant de prendre un autre exemple, toujours de ces blessures, mais juste avant, je vais présenter justement ces 2 ateliers que tu proposes donc sur Rayonnance TV. Donc, le titre, Se libérer des blessures d'âme et l'abandon et le rejet. Donc, ce premier atelier, Se libérer de la blessure d'âme, de l'abandon. Qu'est-ce qu'on va y découvrir? alors, j'ai choisi ces 2 blessures d'âme, abandon et rejet, parce que c'est celles qu'on a tous. Et c'est les plus importantes généralement.
Donc, donc les ateliers vont être identiques avec une blessure chacune. La première, ce sera l'abandon. Donc là, on va découvrir ensemble toute la blessure d'âme. Ça veut dire tout ce qu'elle comporte, aussi bien quand on était dans notre enfance. Ça va parler de notre façon de gérer l'argent, notre santé, notre alimentation, notre langage, nos relations amoureuses. Voilà, ça touche tout. Donc on va découvrir ensemble tout ce que la blessure d'âme crée. Parce que du coup, on va se dire, waouh, déjà prendre conscience, c'est important. Ensuite, on va faire un voyage de guérison ensemble pendant ce soin. Et après, il y aura des exercices. Vous aurez sûrement un cahier d'exercices pour continuer à libérer cette blessure d'âme. Et je répondrai aux questions-réponses du groupe, vu que c'est un live. Et je ferai pareil pour le rejet. Très bien, voilà, ça sera la même chose pour le rejet. Et pour avoir fait déjà des ateliers avec toi, je l'avais fait sur justement la sexualité sacrée. Ouais. C'était très intéressant. Voilà, c'était très intéressant parce que ça amenait justement, s'il y a une vision justement de la sexualité qui est différente et où tu expliquais bien, d'ailleurs, c'était ça qui était fou dans cet atelier, que tu expliquais bien qu'à travers la sexualité, on pouvait libérer des choses. Voilà. Exactement. Donc, voilà, donc c'est très intéressant. Ils disent bien des techniques justement pour libérer, mais je sais qu'avec toi, c'est toujours beaucoup d'accompagnement. On peut parler sur Zoom. Voilà, vous pouvez échanger justement avec Jessie. Et je vous invite à faire ces ateliers parce que on en apprend beaucoup. Et puis, c'est fait d'une manière très pédagogique. Voilà, très, 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 très doux comme tu es, comme les gens te perçoivent forcément. Alors, ces deux ateliers, je vous ai mis le lien dans le chat. Vous pouvez également le retrouver sous la vidéo. Ces deux ateliers donc, vous sont proposés au prix de 69 €. Alors, je vais répéter juste 2-3 trucs parce que souvent on me le redemande par mail. Je sais que pour certains, vous ne lisez peut-être pas toute la page, mais il est important de savoir que donc les ateliers se font sur Zoom. Zoom fonctionne sur toutes les plateformes, excepté effectivement pour les personnes qui sont sur Linux. Effectivement, là, ça ne fonctionne pas. Mais vous êtes peu nombreux à être, vous êtes souvent sous Mac ou Windows, là, il n'y a aucun souci. Également, vous pouvez vous connecter de votre tablette, vous pouvez vous connecter de votre téléphone portable. Je vous envoie un lien la veille, je précise bien la veille de l'atelier. Vous recevez le lien pour le lendemain pour vous connecter. On va dire que sur les personnes qui font des ateliers, j'ai 98% de personnes qui se connectent sans problème. C'est très rare qu'une personne me dise j'ai pas réussi à me connecter. Voilà. Et puis, c'est important de savoir aussi de bien cliquer sur l'audio parce que des fois, vous avez l'image, mais vous n'avez pas le son. Et puis, tout est marqué dans le mail. Si vous lisez bien le mail, il n'y aura aucun souci. Et bien entendu, chaque replay de chaque atelier vous est envoyé dès le lendemain par mail. Prochainement, je déménage sur Paris. Donc là, vous l'aurez tout de suite puisque j'aurai la fibre optique. Donc, vous l'aurez tout de suite parce que là, le délai de traitement chez moi est de 4-5 heures. Et là je l'aurai en 5 minutes, vous l'aurez. Donc, ça va changer la vie. Mais toujours est-il que, voilà, vous avez le replay des ateliers et vous pouvez visionner ces replays à l'infini. Enfin, j'en ai dit, tant qu'Internet existera, vous pourrez les visionner. Voilà. Ça, c'est top, parce que le voyage de guérison qu'on fait, c'est un voyage qu'on peut refaire plusieurs fois parce que les blessures d'âme, elles ont plusieurs couches. Parce que tu peux très bien avoir une blessure d'âme du rejet à 2 ans, puis à 5 ans, puis à 10 ans. Tu vois, tu as plusieurs rejets comme ça. Donc, ça peut être intéressant de le faire plusieurs fois. Donc, avec le replay, c'est top. Alors, Minou, je demande, est-ce qu'il y aura des ateliers sur les autres blessures? Non, on a pris ces blessures-là parce que c'est souvent les blessures les plus importantes et des blessures que tout le monde porte, parce que c'est ça qui est bien. Sinon, ça ferait 5 ateliers, ça fait beaucoup. Ouais, ça fait beaucoup, mais qui sait, peut-être, pourquoi pas, refaire à un moment donné sur d'autres blessures, oui, ça sera possible. Ouais, pourquoi pas, ça peut. Voilà, voilà, ça c'est quelque chose qui sera tout à fait possible après, par la suite. Donc voilà, je vous ai mis le lien. Alors, on va prendre maintenant, donc on a pris l'abandon, l'humiliation. Prenons par exemple la trahison. Beaucoup de personnes vivent justement la trahison. Beaucoup de personnes te disent ouais, mais de toute façon, j'ai entendu plusieurs fois, mais de toute façon, moi, les humains, je ne les supporte pas. Je préfère les animaux parce que eux, au moins, ils ne trahissent pas. Alors, pourquoi justement certaines personnes vivent la trahison? Prenons, il y en a qui la vivent en permanence parce que quand on vit vraiment la blessure de trahison, elle est terrible.
On la vit au travail, on la vit dans la famille, on la vit dans notre boulot, dans notre vie amoureuse, on la vit à tous les niveaux. Et justement, c'est une blessure, je trouve, qui est assez terrible parce qu'elle nous amène, à un moment donné, à être complètement, enfin, du moins pour les personnes que j'ai rencontrées et qui vraiment la portaient en elles d'une manière très forte, à devenir complètement aigris à la fin. Ce sont des gens qui détestent le monde, qui détestent tout le monde. Eux, c'est un connard, mais de toute façon, ce monde de merde, vivement que je me casse de cette planète, je ne reviendrai pas. Voilà. Donc, qui sont complètement réfractaires à la vie. On a beau leur proposer tout ce qu'on veut, c'est non, 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 ça marche pas, il va se passer ci, il va se passer ça, voilà. Ils deviennent même pour certains parano. Donc, d'où vient un petit peu cette blessure de trahison? Ils sont sacrément blessés pour en arriver là. La blessure d'âme de trahison, c'est quand enfant, tu as eu des promesses non tenues, des attentes aussi non tenues. Tu t'es senti trahi et manipulé. Des fois, il y a des parents qui disent bon, bah, je t'emmènerai au cirque et tu ne vas pas au cirque. Et l'enfant se sent vraiment blessé parce qu'il se dit je ne peux pas faire confiance. Il y a un enfant qui ne peut pas faire confiance à son parent, bah, c'est insécure. Et il se dit aussi bah, il ne m'aime pas assez. Vu que je compte pas, vu qu'il tient pas ses promesses, il me manipule. Parce qu'il y a aussi le cas de parents qui sont adultères, qui ont de l'adultère et que l'enfant est au courant. Malheureusement, il y en a beaucoup. Et on dit à l'enfant, tu dis rien à ta mère ou tu dis rien à ton père. Ça, c'est terrible. C'est terrible. Parce que l'enfant, il est obligé de trahir l'autre parent. Donc, bah, bien sûr que jusqu'à temps que la blessure ne soit pas libérée, la personne elle va rencontrer de la trahison. C'est très douloureux la trahison parce que ça fait vraiment mal. On se dit mais je faisais confiance, j'ai fait ça pour cette personne. On se sent vraiment blessé. Donc celui qui a le masque, qui a la blessure de trahison, il porte le masque du contrôlant. Je veux tout contrôler pour pas être trahi. Donc il va se retrouver à tout vouloir faire tout seul, à être perfectionniste, à faire confiance à personne. Et du coup, il est triste parce qu'il est seul. Il se rend même pas compte qu'il va manipuler lui-même la réalité pour avoir raison. Il va se couper de ses émotions parce que pour lui, les émotions, c'est une faiblesse qu'on peut se servir contre lui. C'est très douloureux, la blessure de trahison, parce que vraiment, on devient une personne, comme tu dis, dure, froide. Souvent, ceux qui ont la blessure de trahison, ils ont aussi un regard ils font peur. Hein. S'ils te regardent en colère, ça se met souvent en colère déjà. Ça a Oui, des excès de colère. non, ouais. Et ils te regardent genre, oula, il va me tuer quoi. Très, très Sinon, c'est des séducteur personnes aussi, regard. ouais, très autoritaires, des personnes, ouais, ceux que j'ai eu à faire. Ouf, Ils ont un regard, ouais. ça fait peur. Hein. Ouais, c'est pas évident. Et pour terminer, justement, si tu peux nous décrire, bon là, j'ai pas forcément d'exemple. Est-ce que, L'injustice. par exemple, pour la blessure de l'injustice, est-ce que ce sont des personnes qui eux-mêmes créent l'injustice? Est-ce que quand vraiment on a cette blessure, est-ce que quelque part nous-mêmes on crée de l'injustice Ah bah autour de oui. nous? Même celui-là qui a la blessure de trahison, il se trahit lui-même. Il s'en rend même pas compte. Celui-là qui a la blessure de l'abandon, il s'abandonne. Il abandonne des projets, il abandonne ce qui lui tient à cœur. En fait, on fait pourquoi on veut pas qu'on nous fasse. Ça, c'est tous et toutes les blessures. La blessure de l'injustice, c'est un enfant qui s'est retrouvé avec un parent trop autoritaire, trop cassant, et on l'a empêché de se développer au niveau individu. Il n'a pas pu être lui-même. Du coup, eh ben, il supporte pas l'autorité. Il a très peur de l'autorité. Alors qu'est-ce qu'il va faire? Il va se rebeller. Injustice. Donc il va toujours être en rébellion face à l'autorité, alors qu'il en a très peur. Et il va essayer le plus possible d'être chaleureux, alors qu'il est très froid. Parce qu'il n'ose pas être lui-même. On lui a pas laissé la place d'être lui-même. Donc il va tout faire pour être chaleureux, alors qu'en fait il paraît froid et il a très peur de la froideur des autres. Il supporte pas la froideur des autres. Donc la blessure de l'injustice, elle est dure à vivre parce que tu es très exigeant envers toi-même. Tu te passes rien. Ça c'est difficile. Tu n'as pas le droit à l'erreur. Tu te critiques. Tu n'es pas à la hauteur. En fait, tu es ton propre bourreau, la blessure de l'injustice. Et aussi, tu te compares beaucoup aux autres. Ouais, pourquoi eux, ils ont ça?
Pourquoi ils ont de l'amour, moi j'ai pas d'amour. Pourquoi ils ont de l'argent, moi j'ai pas d'argent. Tu vois, tu te compares beaucoup. Bah, injustice. Par contre, tu veux rien gagner avec la chance, parce que sinon ça serait une injustice envers les autres. Tu vois? C'est particulier l'injustice, hein. C'est tu te renfermes toi-même. Voilà. Alors, en écoutant tout ce que tu dis, j'essaie de trouver la mienne. J'arrive pas à mettre deux mots. L'injustice, On a tout fait? Ouais. ouais, On n'a non. pas fait le rejet. Trahison, ouais. Rejet, peut-être. Abandon, ouais. On n'a pas fait le rejet. Là, le rejet, on n'a pas fait le rejet. Le Alors, vas-y. rejet, c'est important parce que c'est une blessure d'âme qui peut être quand tu as un petit frère, une petite sœur qui naît. Tu as l'impression que tu es rejeté parce que, imaginons que tes parents, ils ont toute leur attention tournée vers le petit frère ou la petite sœur. Ça peut être quand ta maman est enceinte de toi et qu'elle a peur d'être mère ou qu'elle se dit c'est un accident, c'est pas le moment. Bah, tu te sens rejeté. Toi, tu peux être facilement être dans la blessure du rejet. La blessure du rejet, c'est celui qui va pas sentir son droit à exister, qui va toujours chercher sa place. Il a toujours peur d'être trop. Quand il y a du monde, il va se mettre à l'écart. Quand il y a du bruit, il va se mettre à l'écart. La blessure du rejet, on doit en avoir beaucoup ce soir, parce que c'est celui qui se pose des questions existentielles dès qu'il est petit. Pourquoi j'existe? Pourquoi il y a la vie sur Terre? Est-ce qu'il y a un Dieu ou pas de Dieu? C'est celui qui part dans la spiritualité et l'imaginaire. Il veut surtout pas contacter le rejet ici-bas sur Terre. Il trouve que c'est dur, que c'est cruel. Et du coup, il va partir, toi, dans l'imaginaire, dans la spiritualité, dans l'astral. C'est aussi celui qui risque tout ce qui est alcool, drogue. Bah ouais, c'est une fuite. Donc la blessure du rejet, on se rejette soi-même et on se sent rejeté par les autres. Elle est dure aussi comme blessure. Ouais. Ah bah, ça serait plus ça, moi, ouais. C'est vrai. De ce que tu as dit, voilà, de tout ce que tu as dit, ça serait plus le rejet, ouais, c'est vrai. Après, il faut aussi, moi je trouve que c'est important, aujourd'hui, il y a beaucoup de couples monoparentaux. Donc on peut facilement avoir une blessure d'âme, parce qu'il manque papa ou il manque maman. Et puis aussi le dialogue qu'a le parent sur l'autre. Ça, c'est dangereux. Par exemple, tu as un garçon et ta maman, et ça je le rencontre souvent dans mes accompagnements avec les hommes, il y a des hommes où leur mère a fait que critiquer le père. Mais ils sont quoi, eux? Ils sont des hommes, ils sont le masculin. Du coup, ça les empêche d'incarner leur masculin. Ça les empêche de se sentir fiers d'être un homme. Et ça leur crée plein de blessures. Donc, il faut faire attention, voilà, à ce qu'on dit à ses enfants. Oui, voilà, ça crée aussi des blessures. Ça aussi, c'est important, je pense. C'est vrai qu'on est dans une génération où il y a énormément, même de familles recomposées, où effectivement, souvent, mais c'est malheureux, les parents, enfin les couples se remettent ensemble sans trop se poser la question, bon, nous on s'aime, voilà, nos enfants ne se supportent pas, mais c'est pas notre problème. Voilà, c'est Ouais, notre vie amoureuse et puis bah, ils s'aiment pas, c'est pas notre souci. Il n'y a pas de dialogue parce que on voit, même j'ai ma fille qui m'a raconté des histoires d'amis à elle où, voilà, c'est-à-dire que le père a une fille, la mère a une fille, et bien comme la mère a l'ascendant sur le père, c'est sa fille à elle qui a eu en premier, qui est mis en valeur, et l'autre, toi, l'ex-femme de ton père, je la supporte pas, donc toi, tu es sa fille, donc toi, je t'aime pas, d'entrée, je te connais pas, et ça sera ma fille parce que j'ai l'ascendant sur ton père. Ou l'inverse. Et ça, il y a énormément de cas dans les familles recomposées. Et ce que je trouve bien, et justement, moi, ce que j'ai dit aux enfants de ma compagne, je leur ai bien précisé une chose. Je leur ai dit, vous n'êtes pas obligés de m'aimer. Je ne vous forcerai jamais à m'aimer. La seule chose que je vous demande, étant avec votre mère, c'est de me respecter, parce que moi, je vous respecterai toujours, mais vous n'êtes pas, en aucun cas, vous n'êtes obligés de m'aimer. On ne peut pas forcer un enfant, et c'est ça qui est malheureux. Dis à papa, je t'aime. Dis à papa, au revoir. Dis à ton beau-père, tu pourrais être gentil avec ton beau-père quand même. T'as vu ce qu'il t'a acheté? Ouais, tu pourrais être gentil avec lui. Hein, je veux c'est dire, pas attends. c'est pas respectueux de l'individu et de l'enfant. C'est ça. On force, dis merci, dis au revoir, dis pardon. Donc,
pardon, quand on dit un enfant dit pardon, c'est automatiquement l'enfant, dans son esprit, c'est j'ai fauté, j'ai fait une faute. Alors, des fois, c'est pas forcément une faute. Mais pour ne pas avoir d'histoire avec l'autre, on va faire carrément en sorte que nos enfants, même si, ouais, mais tu sais bien, tu connais son caractère, tu sais bien il pète des câbles, écoute, va lui dire pardon, comme ça on a la paix. Donc, on met à porte-à-faux nos enfants pour avoir une paix artificielle qui n'existe pas, puisqu'à un moment donné, elle va finir par péter, et quand ça pète, c'est terrible. Hein. Ça se finit très mal. Donc, c'est vraiment, je trouve, quelque chose de très bien. Je le dis pour les personnes à qui ça arrivera, ou à qui ça arrive. Le mieux, c'est vraiment de vous mettre tous autour de la table, de ces familles recomposées, et que chaque membre de la famille, du plus jeune, même s'il a 2-3 ans, il n'arrive pas beaucoup à parler, mais chaque personne exprime son ressenti sur le moment, parce que ça va permettre justement de dénouer des choses. Bah écoute, là tu vois, la dernière fois, on était chez machin, t'as dit un truc, ça m'a blessé. Et des fois, juste de dire des mots, juste de dire des choses, eh bien, ça dénoue. Ah bon, d'accord, bah écoute, je m'en suis pas rendu compte sur le moment, alors que sinon, ça nourrit. Et ça va nourrir sur les années. Les égos vont monter, et puis à un moment donné, ça finit par péter. Oui, parce que ça, c'est un nouveau problème de société. Nos parents, ils n'ont pas connu autant des familles recomposées. Nous, notre génération, enfin bon, moi après j'ai la quarantaine, mais notre génération, on avait nos parents ensemble. Les enfants d'aujourd'hui, ils ont des beaux-pères, des belles-mères, ils ont le parent de chaque côté qui dénigre l'autre. Ça, c'est mauvais, ça fait des blessures d'âme. Donc c'est vrai que c'est bien d'en parler ce soir. Et c'est génial parce que tu détailles justement chaque blessure. Et ça, c'est super. Au moins, ça nous permet, nous, ce soir, de pouvoir mettre des mots et de se dire, ah bah tiens, ah bah ouais, bah tiens, j'ai jamais pensé à ça. Peut-être que dans telle situation, c'est peut-être ça, tu vois. Ça permet vraiment Ça fait du d'identifier. bien. Ça fait du bien de Après, comprendre. ce qu'on ne peut pas vous montrer, à part nos exemples, effectivement, c'est les résultats. Mais je peux vous assurer qu'ils sont extrêmement conséquents. C'est pas, vous n'allez pas vous sentir bien 2 jours. Hein. C'est après, une fois que c'est guéri, une fois que c'est une libération extraordinaire. Et là, il y a beaucoup d'intervenants qui vont venir sur la chaîne sur différents sujets, mais pour ainsi dire, dans 80% des cas, qui sont passés par là. Et justement, ça les a libérés. J'étais encore au téléphone avec une personne qui va venir lui parler des familles d'âme et qui est vraiment passé par ce chemin-là, tout un chemin, il vous l'expliquera. Et aujourd'hui, il ne travaille, il me dit, c'est simple. Pour moi, il y a le père, la mère et l'enfant. Il me dit, il le voit comme une trinité et il me dit, c'est, comme tu dis, les blessures d'âme, l'enfant intérieur. Et il ne travaille que là-dessus. Et c'est là, il dit, c'est la clé de la libération. Ouais. Alors, moi, c'est pareil. Dans mes soins, je travaille énormément avec l'enfant intérieur, voire tout le temps. Hein. Avant, je travaillais pas autant, mais je me rends compte que c'est la clé. Et aussi, ce qu'il faut, j'aime beaucoup, c'est Michael Brown qui nous a dit que notre humanité, elle est à l'âge de l'adolescence. On n'est pas des adultes. Par rapport à notre âge d'humanité sur Terre, on est à l'âge de l'adolescence. Donc, ça paraît logique qu'on soit en pleine crise, qu'on ait besoin justement de se libérer de cette enfance douloureuse pour aller vers l'adulte évolué, épanoui et qui puisse créer quelque chose de beau, de solidaire. Parce que là, quand on voit l'état actuel du monde, ça peut faire peur, quoi. Donc, si chacun prend en charge sa propre guérison, ses propres douleurs émotionnelles qui font de la pollution émotionnelle, hein, nos douleurs émotionnelles, ça fait de la pollution. Et si chacun pouvait prendre sa propre guérison, ses propres états d'âme, et enfin s'en libérer, on pourrait changer beaucoup de choses au niveau de la planète. Ça, j'en suis sûre. Et accompagner nos enfants aussi. Ça, c'est une certitude. Alors là, bien entendu, je vous l'avais dit, donc d'ici 10 minutes, c'est bon, vous pouvez poser vos questions. Alors, je vais prendre la question de Mumu qui demande « J'aurais aimé connaître ça quand ma fille était petite. Question, comment rattraper les fautes que l'on a pu commettre avec nos enfants ?» Tu peux toujours. Tu peux toujours avec beaucoup d'amour. Parce que la blessure de l'enfant, c'est une blessure de non-amour. L'enfant a cru ne pas être aimé ou ne pas être aimable. Donc, ce qu'il faut, c'est parler avec ton enfant,
et faire ton mea culpa. Voilà, j'ai peut-être fait des erreurs, j'ai peut-être fait ci, ça qui n'était pas correct, et que tu t'engages aujourd'hui à être la mère dont il a besoin et à lui dire que malgré tout, il y a toujours eu cet amour. C'est la meilleure chose que tu puisses faire. Il faut savoir, en fait, il ne faut pas se reprocher ou regretter ses comportements, parce qu'à chaque moment, ce que tu as fait, tu l'as fait avec ta conscience que tu avais à ce moment-là. Tu ne pouvais pas faire autrement parce que c'était ta conscience du moment. Aujourd'hui, tu es une autre personne évoluée. Aujourd'hui, tu es une personne plus mature. Donc aujourd'hui, tu fais les choses différemment. Mais tu retournes en arrière, tu refais pareil. C'était ta conscience de ce moment-là. Donc, faut pas rentrer dans la culpabilité, parce que ça aussi, c'est du poison émotionnel. Dire à son enfant, je te vois, c'est hyper puissant ça. Je te vois, je te reconnais, je t'aime. C'est des mots magiques. Donc voilà, on peut dire ça. Merci. Alors, Sylvie qui demande, est-ce que les blessures de nos aïeux, on se les récolte en plus? Oui, bien sûr, transgénérationnel. Alors, Sylvie, ça dépend ta fratrie. Plus vous êtes frères et sœurs et plus vous vous dispatchez. Alors, si tu es fille unique, tu as tiré le gros lot. C'est comme ça le transgénérationnel. Ça dépend aussi, en transgénérationnel, on est souvent relié à un ancêtre. Donc, il faut découvrir lequel. Et aussi, nos parents ont des blessures d'âme qui transmettent à l'enfant. Donc, nous, on a les blessures d'âme de nos parents. Et etc., ça monte. C'est pour ça que c'est intéressant de les libérer pour libérer les descendants. Alors, Clément qui demande, coucou Jessie, dans ton livre, la source n'a-t-elle pas expliqué que vivre l'instant présent transcende et dépasse les blessures? C'est ça. Tout à fait, Clément. Moi, j'arrive pas à le faire encore, mais en effet, la source nous dit, lorsque vous êtes dans le moment présent, tout se libère. Il n'y a aucune blessure d'âme, aucune blessure d'enfance. Il y a la pure création, ici et maintenant. Alors, Chris Bio, j'ai eu une période hyper difficile avec ma fille à un moment, mais le dialogue a beaucoup amélioré les choses et ça va beaucoup mieux. Tout à fait. Le dialogue est très important. Et Rose qui demande, que dire des PN? Alors, les PN, c'est quelque chose qui est très à la mode. Il faut le savoir. À une époque, on n'en parlait pas beaucoup. Maintenant, chaque individu qui ne nous convient pas est un PN ou quelqu'un de toxique. Ça, comprenez-le. J'ai eu un père qui était un PN. Je peux vous dire que des fois, quand des gens me disent, tiens, je vis avec un PN, je dis, vas-y, parle-moi un peu de lui. Je dis, non, c'est pas un PN. Ouais, ça a des caractéristiques très, Voilà, des très, très caractéristiques précises. bien précises. Alors, je ne parle pas pour toi, Rose, hein, bien entendu, mais ne voyons pas des PN non plus partout, ça serait dommage. Mais toujours est-il que la question est très bonne. Que dire des PN? Comment aider nos enfants face à un parent PN? Ça, c'est une très bonne question. Ouais. C'est un PN, c'est vraiment. Je pense que il existe des enfants intérieurs détruits. C'est très douloureux d'être face à un enfant intérieur mort. Ça existe. Il y en a beaucoup. Il y en a. On peut toujours le ramener à la vie. Ça demande de faire une thérapie, etc. Moi, ça m'est arrivé de ramener à la vie des enfants intérieurs. Je pense qu'un PN, il en est là. Il faut savoir qu'il y a une souffrance telle et que du coup, tout est tourné vers la destruction dans son esprit. Tout est destructeur. Et un PN cherche... En fait, il se nourrit de la souffrance de l'autre. C'est vraiment... Voilà, on ne peut pas dire que tout le monde est PN, c'est très particulier. Hein. Il se nourrit de la souffrance de l'autre parce que ça lui procure un pouvoir de voir l'autre souffrir. Si tu as un enfant avec un PN, moi, je te dis qu'une chose, c'est d'essayer le plus possible de le couper de la relation. Ouais. Moi, ça m'arrive en thérapie de dire arrêtez de voir cette personne, même si c'est un parent, parce qu'il est toxique. Ouais. Au bout d'un moment, il faut savoir sauver sa peau. Et un PN, c'est un cas, une situation, il faut sauver sa peau. Donc, si tu peux aller en procès, aller en jugement et enlever l'enfant de la garde. Et c'est malheureux à dire. C'est voilà, un cas extrême. C'est un cas extrême. C'est un cas extrême et la seule solution, c'est la fuite. Oui. C'est très compliqué. Tu ne peux pas guérir une personne qui ne veut pas guérir. Ouais. C'est pas possible.
Ouais, c'est pas Et la possible. douleur est telle Mm. dans un PN que c'est insupportable. Il ne peut pas y aller. C'est insupportable. Du coup, au lieu d'y aller, bah, il fera du mal. Donc, tu peux pas aider un PN. Moi, À part s'il veut lui-même. je suis passé par là, hein. Donc, c'est vraiment. Alors, PN, pour les personnes qui ne savent pas, manipulateur pervers narcissique. C'est vrai que voilà. Donc, ce sont des personnes à fuir. Quoi qu'il advienne, à fuir, s'il n'est pas possible vraiment de l'attitude à adopter. Bon, à un moment donné, si vous voulez, avec les années, quand on est enfant, on en souffre, hein. Moi, adolescent, enfant, je ne captais pas bien parce que à l'adolescence, j'ai eu la chance, ma C'est mère très d'ailleurs, a destructeur. quitté mon père en grande partie à cause de ça. Elle ne voulait pas que j'évolue avec un père pareil. Donc voilà, pour que. Mais c'est très, très, très compliqué. Moi, j'ai réussi à m'en défaire. J'avais 32 ans. Aujourd'hui, il est toujours ce qu'il est, mais ça n'a plus aucun impact sur moi. Il faut couper. Voilà, ça n'a plus aucun impact sur moi. Il peut tout faire, tout dire sur moi. Ça me fait plus rien. Vous voyez, ça. Et puis même, il n'a plus du tout cette attitude avec moi, il ne l'a plus. Il l'a peut-être avec d'autres personnes, je n'en sais rien, mais avec moi, il ne l'a plus. Mais toujours est-il que pour un enfant, pour une femme, pour un homme, parce qu'ils disent des femmes, Il faut ils se le sont protéger. aussi, hein, il n'y a pas que des hommes, Ah oui, attention. oui, Hein. il y en a beaucoup des femmes. Moi, j'ai rencontré des femmes. Hein. J'en ai rencontré Voilà, plusieurs. Hein. voilà. Donc, il faut fuir. Mm. Il faut fuir. Il n'y a pas. D'ailleurs, alors, est-ce que aussi, on pourrait se poser la question par rapport à eux, c'est une question qui serait peut-être intéressante, est-ce que ce n'est pas non plus un choix d'amour de l'âme qui va dire à un groupe d'âmes, écoutez, moi sur cette terre, je vais jouer le gros connard, Bah oui, je vais bien me sûr. réincarner en gros connard, Bah je oui. vais être odieux avec vous parce que les PN, il faut quand même savoir une chose, ils ont pour moi quelque chose d'extrêmement bénéfique, c'est qu'ils vous amènent à devenir vous-même. Ils vous amènent à vous dépasser. Alors, soit ils vous détruisent, c'est vrai, totalement, et là, voilà, ou soit ils vous amènent à vous dépasser. Et du moment où ils n'ont, parce que le PN, il cherche, vous savez, il cherche absolument à avoir une emprise. Et du moment où l'emprise, il ne l'a plus, il s'en va. Donc, mais pour ça, ça demande un long travail. Déjà, Des ça années. demande de bien savoir qui ils sont, hein, sois proche de tes amis, encore plus de tes ennemis, c'est ce que disent certains. Mais là, c'est vraiment, à un moment donné, si vous voulez, c'est vraiment, du moment où ils n'ont plus d'emprise, ils vont vous amener, vous, en fait, c'est des révélateurs de vous-même. Voilà, quelque part, c'est ça. Donc peut-être que, qui sait, ça on ne le sait pas, certains se sont dit, j'ai joué le gros con avec toi, je vais être odieux, mais parce qu'il faut qu'aujourd'hui, sur cette terre, dans cette vie, que tu apprennes à te libérer, à être toi, voilà. Et ça, je pense que c'est pas impossible. C'est pas impossible. Est-ce que De toute façon, tout sert la source. Une fois que tu quittes la dualité, tout est amour. Donc, il y a des âmes incroyables. Hein. Voilà, il n'y a pas d'âme moins, plus. En fait, des âmes choisissent de porter l'ombre pour que nous, on fasse l'expérience de la lumière, qu'on fasse l'expérience de l'amour de soi. Ceux qui sortent de relations avec les PN, c'est des personnes qui ont une résilience incroyable. Il peut tout leur arriver, elles s'en sortiront toujours. Et elles connaissent leur valeur et elles connaissent la valeur de la vie parce qu'elles en ont tellement souffert. Elles ont tellement été en bas, en bas, en bas, en bas qu'elles peuvent que remonter. Donc tout sert à la source et Mais j'ai envie de dire, tout est amour. ça serait intéressant de faire un jour une conférence sur le sujet, parce qu'il y a beaucoup de choses à dire de ce côté-là. Ouais, Alors, je c'est vais vrai. continuer donc avec Catherine qui demande comment faire quand on n'a que très peu de souvenirs de son enfance. Eh bien, Catherine, il y a beaucoup de personnes dans ton cas. Eh ben, il suffit de lire toute la caractéristique de la blessure de l'âme et de voir si tu t'y reconnais aujourd'hui. Parce que, en fait, la blessure de l'âme, tu es en train de la vivre. Donc, tous les comportements, le masque, la plus grande peur, tu l'as aujourd'hui. Tu vas voir si tu as cette blessure d'âme. On n'a pas parlé des peurs, parce que chaque blessure d'âme a sa grande peur. Je vais vous les dire. On a la blessure d'âme du rejet, sa plus grande peur, c'est la panique, la perte de contrôle, d'être figé. Ça ne supporte pas de perdre le contrôle. Donc, du coup,
Ceux qui ont la blessure d'âme du rejet, ils vont avoir le masque du fuyant. Ils vont fuir. Ça veut dire qu'ils vont fuir les confrontations, ils vont fuir les situations qui les mettent en danger, parce qu'ils ont trop peur de perdre le contrôle. D'accord? La blessure d'âme d'abandon, c'est la solitude. Très, très peur d'être seul, parce qu'il pense qu'il ne peut pas survivre seul, qu'il est perdu. Du coup, le masque, c'est le dépendant affectif. Mais il n'y a pas que la dépendance affective, hein, il y a aussi la dépendance à ses parents, même une fois adulte. Il y a la dépendance à ses amis. Voilà, il faut faire attention qu'il n'y a pas que la dépendance affective. La blessure d'âme d'humiliation, sa plus grande peur, c'est la liberté. Alors ça paraît bizarre, c'est parce qu'il se dit, inconsciemment, hein, bah, si je suis libre, je risque de faire quelque chose de honteux. Donc ils ont très peur d'être libres. Alors qu'en fait, c'est ce qu'ils recherchent. Et eux, ils vont avoir le masque, pour se protéger, hein, du masochiste. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que celui qui a la blessure d'âme d'humiliation, il va se mettre lui-même dans des situations d'humiliation. Il se fait à chaque fois du mal. Ou alors, c'est aussi celui, vous devez avoir dans votre entourage, celui qui, à chaque fois, tourne en autodérision des défauts. Par exemple, pour rigoler, il met de l'humour sur ah bah t'as vu, j'ai une sale tête, ou t'as vu, j'ai ça qui va pas, parce que il veut devancer les critiques qu'il risque de recevoir. Mais en fait, il se fait du mal. C'est ça le masochiste, c'est je me fais du mal moi-même. Ensuite, la blessure de trahison, sa plus grande peur, c'est la séparation et le reniement. Lui, il en a deux. Ceux qui ont la blessure d'âme de trahison, c'est ceux qui supportent le plus mal les séparations amoureuses. C'est insupportable pour eux. Alors, c'est malin. Ils vont s'arranger, s'ils veulent se séparer, que ce soit l'autre qui les quitte. Et si jamais ils veulent pas se séparer, que l'autre les quitte, ils vont dire qu'on les a trahis. Vous voyez un peu. Et donc, son masque, bah, pour empêcher d'être trahi, c'est le contrôlant. Je contrôle tout. Donc là, on imagine bien que le lâcher prise, c'est très compliqué. Et le dernier, c'est la blessure d'âme de l'injustice. Et sa plus grande peur, c'est la froideur. Il ne supporte pas d'avoir quelqu'un de froid. Il va tout de suite se dire, mais qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que j'ai dit? C'est insupportable la froideur pour ceux qui ont la blessure d'âme d'injustice. Ça revient à, bah, je suis rien, je suis un moins que rien, je suis pas aimable, je suis pas digne d'avoir du respect pour qu'on soit froid comme ça avec moi. C'est une réelle blessure. Et donc, son masque, ça va être rigide. Donc, il laisse rien passer. Vous savez, je vous ai dit, ceux qui ont la blessure d'âme d'injustice, ils sont très, très exigeants envers eux-mêmes. Exigeants sur leur corps, ils cèdent rien, ils peuvent avoir des douleurs, non, non, tout va bien, j'ai pas mal. Tout s'effondre, non, non, tout va bien. Il va dire toujours que tout va bien, il va être très, très exigeant. Voilà. Ça peut vous aider à découvrir où vous êtes. Ouais, c'est génial. C'est C'est intéressant. génial. Hein. Ouais, ouais, super. En tous les cas, merci beaucoup, ouais, Jessie, super. Alors, Ouais. Jean-Pierre demande, question qu'un enfant pose, souvent un enfant qui est à côté de lui. Jessie, c'est quoi la source? Ah, quelle belle question. Alors, il y en a qui vont appeler Dieu, déesse, univers, la création, la vie. Moi, je l'ai appelé la source. C'est voilà, c'est moi qui ai choisi ce mot par rapport à mes propres croyances. Donc, on a tellement de croyances qu'on est d'individus sur Terre. Pour moi, la source, c'est pas. Je vous donne ma vision, voilà, mes croyances. C'est pas une personne, un dieu ou une déesse, c'est un tout. C'est là d'où on vient. En fait, quand j'ai découvert, parce que je fais des voyages hors du corps, quand il y a des années, j'ai découvert la source. Après, voilà, il y a nos propres filtres d'humains. Hein, donc, quelqu'un va peut-être le dire différemment. Mais c'était comme un grand océan doré d'amour où on faisait tous un. J'aime bien cette image de l'océan, c'est la source, et nous, on est une goutte de la source. On est la goutte. En fait, on fait partie de la source et on est aussi la goutte. Voilà. C'est comme ça que j'appelle la source. Merci.
Cindy qui demande, est-ce que travailler l'objectivité envers soi est une blessure? Alors, ça dépend si c'est extrême. Est-ce que c'est quelque chose qui t'apporte du bien-être ou du mal-être? Si ça t'apporte du mal-être, de la critique, si tu as tendance à te dévaloriser, bah c'est plutôt une blessure. Peut-être, pose-toi aussi la question, est-ce que un de tes parents était comme ça? Et du coup, tu as hérité ce comportement de ce parent et tu continues à le faire. Vous savez, des fois, on a des petites voix dans notre tête et c'est nos parents qui parlent. Donc, c'est intéressant de te poser la question. Merci. Alors, Momo demande, quelle blessure vient expérimenter l'âme quand elle vit de l'inceste? Beaucoup. Déjà, on a l'humiliation, on a le rejet, parce que bah, tu n'es pas considéré comme un être, tu n'as pas ton mot à dire, hein, l'inceste. On peut avoir l'abandon, on peut avoir la trahison, parce que tu es trahi, c'est un abus de confiance. On peut avoir la trahison, on peut avoir toutes les blessures d'âme dans un inceste. C'est vrai que c'est un sujet Ça délicat. dépend de par qui, comment, quel âge et comment c'est vécu. Après, il y a des personnes qui transcendent ça énormément, Bah, de personnes qui heureusement. transcendent. Moi, Non, non, mais je travaille beaucoup avec des femmes qui ont eu des abus. Mm. J'en ai beaucoup, beaucoup. Et elles sont incroyables. Elles rayonnent une fois qu'elles alchimisent, qu'elles transcendent ça. Elles sont d'une beauté. Et maintenant, elles peuvent tout transcender, tout rayonner et exprimer leur féminité. C'est de très, très belles femmes. Tout à fait. Alors, Karima nous demande, on est tous le bourreau d'un autre. Elle demande, le terme est fort peut-être, mais est-on tous le bourreau de quelqu'un finalement? Ouais, c'est bien dit, j'aime bien. On est dans le triangle de Karpman, hein, le triangle dramatique, hein, le bourreau, sauveur, victime. Il faut qu'on s'amuse à faire tous ces rôles. Donc, on est toujours et le bourreau, et la victime, et le sauveur. Ça dépend où on veut se placer. Jusqu'à temps qu'on en sorte, quoi. Alors, Ça, Yannick, c'est des jeux de Lego, hein. oui, c'est vrai. Yannick dit, les pervers narcissiques n'ont pas le droit de vivre. Bien sûr que si, puisque tout sur cette terre a sa place. Et aussi incroyable soit-il, tout a sa place, puisque le tout sert le tout. Vous C'est voyez, ça. le tout sert le tout. Je veux dire, qui n'a pas sa place sur Terre? Qui peut venir me dire, cette espèce de machin n'a pas sa place? Lui n'a pas sa place. Elle, et voilà. Tout le monde a sa place parce que même des pires atrocités naissent un grand amour. C'est ça qu'il faut comprendre. On n'a pas à porter de jugement sur quoi que ce soit, puisque si on prend par exemple une personne qui va vivre des choses abominables, on va nous se dire mais c'est horrible, c'est atroce ce qui t'est arrivé, ma pauvre, mon pauvre, voilà. On va déjà, ce qu'on fait déjà, ce qui est incroyable, c'est qu'on met automatiquement la personne, quand elle nous raconte son histoire, on met la personne en sentiment de victime, alors que non, on n'a pas à faire ça. La personne n'est pas une victime, la personne est un être, comme vous, qui vient raconter une histoire, qui vient raconter quelque chose qui lui est arrivé. Nous ne sommes pas là pour mettre la personne en position de victime, nous sommes là pour nous mettre en position d'écoute vis-à-vis de son histoire. Ça change la donne. Après, si la personne joue la victime, c'est différent. Mais nous ne sommes pas là pour juger, nous ne sommes pas là supérieurs à une personne. Une personne qui a vécu des choses abominables dans sa vie, nous ne sommes pas là, si nous avons eu une vie, j'ai envie de dire, plus ou moins tranquille, on n'est pas là pour venir dire ah bah putain ce que tu as vécu c'est horrible mon pauvre, bah dis donc ça doit être terrible, et puis voilà, parce qu'on n'est pas là, à faire ça, on est là à écouter, voilà, à échanger, mais en aucun cas à venir nous positionner nous, ah bah moi j'ai jamais vécu ce genre de choses, non, on n'a pas à être dans ce jugement, c'est très difficile de ne pas être dans le jugement. Ça, c'est un piège. Moi, j'ai souvent des personnes qui viennent me voir et qui me disent je comprends pas pourquoi je suis mal, pourquoi j'ai ci, pourquoi j'ai ça, parce que j'ai pas eu quelque chose de terrible, j'ai pas eu d'enfance aussi horrible que certains. Il y a des gens qui se sentent coupables d'être mal parce qu'ils disent bah moi il s'est rien passé de spécial dans ma vie. Et souvent je leur dis mais vous pouvez pas vous comparer aux autres. Ça se trouve il y a une personne qui est dans un fauteuil roulant, elle est 10 fois plus heureuse que vous qui êtes autonome.
On ne peut pas comparer des souffrances. C'est pas possible. Peut-être que la petite fille, elle a beaucoup souffert avec quelque chose qui paraît pas grand-chose pour un humain ou la plupart des gens, mais que pour elle, ça a été une réelle blessure. Donc, il faut faire attention aussi de ne pas minimiser sa propre souffrance en se sentant coupable d'être mal, parce que du coup, ben, on a du mal à prendre en charge cette souffrance et à la rendre légitime, parce qu'une souffrance qu'on ne rend pas légitime est une souffrance dont on ne peut pas guérir. Et des fois, on a des gens qui vont se nourrir de leur souffrance, qui vont se nourrir de leurs problèmes, comme un disque rayé, qui vont sans cesse raconter tout ce qu'ils ont vécu de mal pour se donner des justificatifs, pour attirer l'attention. Donc là, on a la blessure d'âme de l'abandon. On est victime, on attire de l'attention, on se nourrit comme ça. Et du coup, on ne sort jamais de son rôle de victime. Donc c'est vrai, et c'est hyper intéressant ce que tu as dit, Anatole. Lorsqu'on dit à une personne « Oh, ma pauvre », lorsqu'on la traite de victime, c'est comme si on lui met une étiquette qu'elle est que ça. On lui enlève sa souveraineté, on lui enlève sa puissance de résilience et de renaître de ça comme un phénix. C'est comme les malades. On a des personnes qui ont le cancer, qui ont, je sais pas, les fibromyalgies, enfin, etc. Et on leur donne l'étiquette qui sont cette maladie. Non, ils sont pas cette maladie. Ils sont une personne qui porte ça en ce moment. Et en choisissant nos mots, on peut lui rendre le pouvoir de s'en libérer. C'est hyper important la C'est vibration du hyper mot. important. Exactement. Ah oui, oui, oui. C'est Totalement. intéressant. Alors, Laetitia nous demande, peut-on guérir seul de nos blessures d'âme? Oui. Oui, oui, on peut, hein, avec beaucoup d'amour, avec de la conscience, en prenant conscience, en faisant un travail toute seule, c'est tout à fait possible. Alors, Giovanni nous demande comment faire quand un enfant ressent que son petit frère ou sa petite sœur est préféré à lui. Eh ben, c'est une expérience de l'âme. Il faut qu'il vive sa blessure comme ça. Après, c'est aux parents de leur montrer leur amour, etc. Mais on ne peut pas faire grand-chose. Alors, Plus tard, il pourra. là, je vais répondre à Jean-Pierre qui dit comment une personne en fauteuil roulant respire la joie. Alors, je vais te répondre par tu connais très certainement Ray Charles qui était aveugle et qui respirait la joie dans sa musique. Tu connais Gilbert Montagnier qui est aveugle et qui respire la joie dans sa musique. Vous prenez ah mince, je me souviens plus comment il s'appelle. Une personne qui parle beaucoup, qui passe beaucoup sur des chaînes, qui est tétraplégique. Il parle un peu difficilement, mais je me souviens plus de son prénom. Mais il respire la joie. Ce n'est pas parce que tu nais avec une certaine pathologie que tu ne peux pas respirer la joie. J'avais un copain à moi. Quand j'étais jeune, il était né, il avait une jambe en moins, il avait 2 moignons à la place des bras, il avait que 2 orteils à un pied. Il était extraordinaire comme gars. Et pour autant, il était différent physiquement de nous, certes, mais par contre, c'était quelqu'un qui était extraordinaire. L'enfant de ma compagne est autiste, mais c'est un enfant, il est extraordinaire. Quand je vous dis extraordinaire, je ne dis pas ça parce que c'est l'enfant de ma femme, mais je dis vraiment, il est extraordinaire dans ce qu'il est. C'est un enfant, il vous parle de choses, il est captivant, il est jeune, hein, il a que 13 ans, mais il est captivant. Donc, la différence qu'on peut avoir n'est pas forcément, peu importe ce qu'on est. Parce que j'ai envie de te dire, Jean-Pierre, tu dis comment une personne en fauteuil roulant respire la joie. Mais est-ce que toutes les personnes qui ont leurs 2 jambes, leurs 2 bras, qui naissent soi-disant normaux, respirent la joie? Est-ce que tu trouves que tout le monde respire la joie sur Terre en ce moment-là? Moi, je ne trouve pas. Et c'est souvent justement quand tu nais avec une pathologie, quand tu peux avoir un accident qui va te diminuer, machin, que des fois, tu commences à prendre conscience. C'est ça. Et souvent, c'est ces gens-là qui se disent, mais putain, je suis passé à côté de... Et c'est là où ils commencent à respirer la joie. C'est là où ils commencent à faire des choses, des gens qui se sont libérés d'un cancer, des gens qui se sont libérés de maladies, de choses lourdes. Et c'est là où ils respirent la joie parce qu'ils comprennent enfin le sens. La valeur de la vie. Voilà. Alors, je vais continuer donc dans les questions.
Alors attends, je cherche. Ah oui, Soleil qui demande pourquoi une personne qui trahit et choisit une personne complètement contraire au bien. Je suis restée bloquée sur Soleil. Ah, voilà. Euh, Elle, elle Pourquoi parle une personne qui trahit, c'est et ça? choisit une personne complètement contraire au bien. Euh, tu parlais justement dans la Je comprends pas. trahison. Pourquoi forcément je connais, j'ai été avec une personne qui l'a porté vraiment en elle, la blessure de la trahison. Et c'est vrai que ce que tu as dit, c'est génial, parce que c'est exactement ça. Bah, prenons le cas de la jalousie. C'est quelque chose qui est très présente chez beaucoup de personnes. Des fois, on est jaloux d'un autre, d'un frère, d'un père, d'une mère, et des fois, c'est en couple. La jalousie est extrêmement présente. Souvent, que ce soit l'homme ou la femme, a la plus grande peur, c'est est-ce qu'il va me tromper? Ça, c'est quelque chose qui revient souvent. Il va me tromper. Donc, qu'est-ce qui se passe? La personne, vous rencontrez quelqu'un et en fait, vous avez très très peur qu'il vous trompe. Pourtant, la personne est fidèle. Il a beau être fidèle, ça a beau être une personne qui n'est pas du tout dans ses valeurs. La tromperie, c'est quelque chose qui ne porte pas en lui. Mais votre attitude va faire que vous allez être tellement détestable, tellement le faire chier sur son dos, à qui tu parlais, c'est qui machin et machin. Et ça va durer des années, des années, des années, qu'inconsciemment, la personne va finir par vous trahir. Elle va vous trahir, soit elle va vous tromper, soit elle va vous amener dans une situation qui pour vous va être insupportable, soit, mais c'est vous qui la créez. C'est ça qu'il faut comprendre. C'est là où c'est terrible. Alors c'est pour ça que des gens disent, ah ouais, moi j'ai rencontré que des connards, arrêtez pas d'aller voir ailleurs. Façon, c'était qu'une salope, elle se tapait tous les mecs. Mais parce que, j'ai envie de dire, il y a des gens à qui ça n'arrive pas. Des gens De toute qui sont. façon, tant que tu accuses l'extérieur, tu peux pas régler tes problèmes. Il faut voir en soi. Pourquoi tu as vécu ça? Et comme on dit, c'est toujours lié tout ça à notre enfance. Exactement. Alors, Jean-Charles nous demande une question. Quand on cherche à avancer, on est souvent face à un choix. Mettre de côté ses blessures, mais aller de l'avant sans être dans une tolérance bleu pâle. J'ai pas compris. C'est rare que je comprenne pas, mais là, c'est quoi le bleu Alors, pâle? en fait, quand on cherche à avancer, on est souvent face à un choix. Oui, Euh, oui. Mais c'est quoi Mettre le de bleu côté, pâle? J'ai pas bleu compris pâle, bleu je pâle. pense, une tolérance euh, avec une certaine objectivité. Tu vois, des fois, on sait quel est notre truc. En fait, ce que je pense, c'est cette dualité dans laquelle on peut être des fois et qui nous empêche d'avancer. Je pense que c'est ça ce qu'il va dire. Comment faire quand on connaît le problème? On connaît le problème, on sait vers quoi où aller, mais on a peur. C'est encore une peur, comme tu parlais des peurs tout à l'heure, et on ne sait pas, on a envie, mais à la fois on recule. Beaucoup de gens stagnent. Ils n'arrivent pas à avancer. Pourquoi les gens n'arrivent pas à avancer finalement? Je pense Ah, que c'est ça que je veux dire. bah parce qu'on leur a pas appris à sortir de leur zone de confort. On leur a pas appris que la peur, c'est souvent une illusion. On leur a pas appris à la gestion des émotions. En fait, on nous a rien appris, quoi, de la vie, d'être humain. Donc, c'est à nous d'apprendre. Donc, il peut se faire aider, il peut partager ça avec des amis. Et moi, ce que je pense, c'est faire un petit pas à chaque fois, sortir de sa zone de confort. Un petit pas à chaque fois, tout doucement, à son rythme. Et petit à petit, il va arriver à ses objectifs. Après, tu as des situations de vie où tu peux pas, tu dois foncer. C'est peut-être ça aussi qu'il a voulu dire. Et ben ok, il fonce. Il aura tout le temps après de travailler s'il a envie ou pas sur lui. De toute façon, la vie, elle nous sert toujours sur un plateau ce dont on a besoin maintenant, dans l'instant présent. Donc, tout est ok. Tout est toujours ok, en fait. Alors là, la prochaine question, normalement, tu devrais la comprendre. Bonsoir Jessie, comment sait-on que l'on est guéri d'une blessure d'âme? Ah, merci. Oui, je comprends. Je suis désolée, d'habitude, je capte bien, mais là, j'avais du mal. Et ben, on sait quand, déjà, on se rend compte, nous, moi, j'aime bien appeler ça des sauts quantiques. Des fois, il y a des guérisons qui sont telles que quand tu regardes comme tu étais avant, tu as l'impression que c'est une autre vie ou une autre personne. Tu fais: «Waouh, j'étais comme ça avant? Oh, mais je j'ai pas l'impression que c'est une autre vie». Donc ça, c'est des sauts quantiques, tu vois? Il y a vraiment une alchimie qui s'est faite et tu es complètement transformé. Il y a aussi quand tu lis du coup la blessure d'âme et tu te dis: «Waouh, je suis fière de moi, je suis plus du tout comme ça». Tu compares en fait, tout simplement.
d'un point A à un point B. En fait, c'est ça, c'est un petit peu. En fait, ce qui est intéressant, c'est de. euh, ce qui est intéressant, en fait, c'est de s'observer un petit peu. Voilà, face à une situation, il y a des trucs qui nous énervent, il y a des trucs quand ça arrive, mais vous savez, c'est ce que je disais à ma mère, je disais, le problème de la spiritualité, c'est que quand tout va bien dans notre vie, on ne s'y intéresse pas vraiment. Voilà. Alors, on s'imagine que tout va bien dans ma vie, j'ai dépassé plein de trucs, là, je suis arrivé à un haut niveau spirituel, là. Pour certains, là, c'est ma dernière vie. Et puis alors, un mois après, il se passe une merde pas possible. Et puis alors là, vous voyez, alors là, il y a tout qui redescend. Là. Putain, je comprends pas. Je crois que j'avais réglé le truc. Voilà. Alors, c'est de, voilà, c'est toujours de vous dire qu'il y a des moments dans la vie où c'est calme. Pas besoin d'aller chercher le problème quand il n'y en a pas. J'ai envie de vous dire, enfin pour moi en tous les cas, apprenez à vivre les choses et quand il va se passer quelque chose qui va vous agacer, là c'est de mettre des mots. C'est d'aller vous dire, ah, bon, sur le moment, ça dépend de la situation. On n'a peut-être pas tous le réflexe d'une introspection sur le moment de se dire, attends, là, il y a quelque chose qui m'énerve, pourquoi? Mais c'est bien de le faire quelques heures après, quelques jours après. Question de ne pas nourrir ça en vous et que ça reste. Vous voyez? Je vais rajouter quelque chose. Attention, il faut aussi savoir se lâcher la grappe. Hein, parce que se faire des nœuds au cerveau, alors pourquoi j'ai fait ci, pourquoi il a dit ça, ça veut dire que j'ai telle blessure, faut que je fasse ça, enfin on vit plus quoi. Il faut aussi accepter de, waouh, on est humain. C'est normal des fois de pas être bien, des fois d'avoir des émotions, des colères, etc. Pendant longtemps, moi, je me rappelle, j'avais plus d'émotions, c'était tout bloqué, la colère, etc. Et j'en étais très malheureuse, hein, ça me faisait souffrir. Et quand cette colère est revenue, ouais, j'avais l'impression de vivre, quoi. La colère, elle a besoin d'être exprimée. C'est du feu. Ça verticalise aussi. C'est pas que la colère qui se déverse parce qu'on a un mal-être et on le déverse sur l'autre. Donc, il faut aussi, voilà, accueillir qu'on est humain et que c'est normal, qu'on a des blessures, des souffrances et que c'est ce qu'on choisit d'expérimenter pour de plus en plus évoluer, être conscient et quitter un peu cette séparation pour aller vers l'unité. Et aussi, je voudrais rajouter, on sait qu'on a guéri de ses blessures d'âme, ça m'est venu après, quand on vit de plus en plus de l'amour, du plaisir, de la joie et de la paix au quotidien. On est de moins en moins torturé, on a moins en moins de peur, on a moins en moins besoin de cet ego pour nous protéger. Et là, c'est sûr que c'est vraiment sur la bonne voie. Alors, Lucie nous demande, bonsoir à tous, avez-vous une petite astuce, comme vous avez donné l'exemple tout à l'heure, l'empilement des pulls pour guérir l'humiliation, un exemple pour la blessure de rejet, s'il vous plaît. La blessure du rejet. Il y a quelque chose qui me vient, alors je ne sais pas si c'est par rapport à elle. C'est quelque chose qui va être puissant à faire. Si tes parents sont encore vivants, c'est d'aller les voir et de leur demander ta légitimité. Est-ce que tes parents, ils disent que tu es leur fille? Ou ils ont plus tendance à t'appeler par ton prénom? En fait, je sens un besoin de légitimité. Je pense que c'est pour elle. Hein. C'est vraiment pour elle. Et demander à tes parents, dire voilà, bah là, pour moi, par rapport à un travail que je fais ou parce que j'en ai besoin, je ne sais pas comment tu vas leur formuler, mais j'ai besoin de sentir que je suis votre fille, j'ai besoin que vous exprimiez mon appartenance, ma légitimité en tant que fille. Ça va te donner ta place. On sent qu'il y a un problème de légitimité, de place. Si elle veut bien nous répondre, si ça lui parle. Donc ça peut être bien pour la blessure du rejet. Après, si jamais... il y a souvent des gens qui n'ont pas connu un parent, un père, une mère. Et ben, quand c'est comme ça, moi, je dis aux gens de créer leur propre acte de naissance, de le faire, pour se donner cette légitimité, cette place. Parce que la blessure du rejet, c'est avoir l'impression de ne pas avoir de place, pas de droit à exister. C'est de te placer toujours en premier aussi, hein, d'apprendre à te placer en premier. C'est-à-dire, est-ce que là, j'ai envie de dire oui, est-ce que là, j'ai envie de dire non? D'oser plus te cacher, d'oser de faire comme moi, là, passer à l'écran. C'est efficace aussi pour ceux qui ont la blessure du rejet.
Voilà, quelques indications. Très bien. Bah, écoute, merci beaucoup, De rien. Jessie. On Comme a un d'habitude. petit test. On a Ah oui, oublié. pardon. Oui, oui, excuse-moi, je t'en prie, vas-y. Il y a 5 questions, donc ça va être assez rapide. Alors, ce qui serait bien, c'est que vous ayez de quoi noter vos réponses quand même pour pouvoir avoir le résultat après. Alors, la première question. Lorsque vous êtes en difficulté, vous avez tendance, petit a, à vous couper des autres, petit b, à rechercher de l'aide, petit c, à vous débrouiller très bien tout seul, petit e, à vous sentir inutile ou nul, et petit f, à vous demander pourquoi vous. Donc là, vous essayez de voir lorsque vous êtes en difficulté, est-ce que vous êtes A, B, C, E ou F et vous notez la lettre. Deuxième question. Enfant, vous étiez plutôt A, seul et rêveur, B, toujours entouré, C, vous étiez plutôt un enfant fort et compétitif, hein, on a bien les sportifs, ceux qui veulent être les premiers de la classe, etc. Petit E, en retrait et timide, donc vous étiez plutôt l'enfant qui se mettait sur le côté. Et F, vous étiez toujours à vous débrouiller seul. Ça veut dire que entouré, pas entouré, c'est pas grave, vous faisiez votre vie, vous aviez votre imaginaire, vous étiez très bien. C'est aussi un peu les enfants qui se gèrent très bien. Troisième question. Dans vos relations, vous êtes A, la personne qui est sérieuse. Vous êtes celui qui est toujours sérieux, un peu celui vers qui on va quand on a un problème pour avoir des conseils. B, vous êtes celui qui aime faire la fête, qui aime voir du monde. C, celui qui a du mal à faire confiance. E, celui qui a de l'humour. Et F, celui qui est engagé, qui est rebelle. Vous savez, un peu celui qui, à chaque fois, vous dit ouais, tu te rends compte, qui parle politique, qui parle environnement, etc. Quatrième question. Vous avez peur A, de déranger, B, d'être seul, C, d'être trahi, E, d'être humilié et F, d'être repoussé. Donc ça, c'est important de savoir, de vous écouter. Qu'est-ce qui me fait le plus peur? Est-ce que j'ai le plus peur de déranger, d'être seul, d'être trahi, d'être humilié ou d'être repoussé? Donc A, B, C, E et F. Et enfin, la dernière question. Comment accueillez-vous vos émotions? A, peur d'être submergé par vos émotions. B, vous êtes plutôt à l'écoute et vous savez les exprimer. C, vous les contrôlez parce que pour vous, les émotions, c'est de la faiblesse. E, vous en avez honte de vos émotions. Et du coup, vous en avez beaucoup. Et enfin, F, vous êtes coupé de vos émotions. Ça veut dire que vous ne les ressentez pas. Vous avez beaucoup de mal à être dans vos émotions. Donc là, normalement, vous avez répondu aux 5 questions avec des A, des B, des C, des E et des F. Et je vous demande de les totaliser pour me dire le score que vous avez le plus. Que vous avez plus de A, plus de B. Bah, moi, je vais répondre, je vais commencer. Moi, c'est Ouais, les ouais. B. Moi, c'est les B, par exemple. Ok, c'est les B. Alors peut-être, je vais vous dire ce que c'est. Peut-être que... donc là, c'est un petit test très simple, hein, parce que je ne pouvais pas faire un gros test. C'est juste pour voir la blessure que vous avez le plus en pourcentage. On en a plein, mais celle-là, c'est celle que vous avez le plus en ce moment. Peut-être qu'il y en a qui vont avoir des résultats un peu égaux. J'ai essayé de faire un chiffre impair. Donc, bah, vous vous dites que vous avez les deux blessures ou les trois. D'accord? Alors, si vous avez tous fait le test, je vous donne les résultats. Pour ceux qui ont du A, vous avez la blessure d'âme du rejet. Pour ceux qui ont B, comme toi, Anatole, c'est la blessure d'âme d'abandon. Pour ceux qui ont C, c'est la blessure d'âme de trahison. E, blessure d'âme d'humiliation. Et F, blessure d'âme d'injustice. D'accord, c'est intéressant. C'est bien en tous les cas ce petit test.
Ça permet en tous les cas que tout le monde reparte ce soir avec justement, justement, tout le monde sait un petit peu sa blessure et justement, ce qui va vous permettre à tous, eh bien, de travailler dessus. Voilà. Voilà, je l'ai créé spécialement pour l'émission. Ah bah c'est super en Ça tous les vous cas. Merci plaît, beaucoup. chouette. De rien. Merci beaucoup. Et bien justement, voilà, bah pour les personnes qui ont justement la blessure D'abandon et de rejet. d'abandon et de rejet, je vous invite donc à retrouver Jessie le dimanche 14 et 21 mars à 20h30 pour justement cet atelier se libérer des blessures d'âme, d'abandon et de rejet. Voilà, vous avez toutes les informations sous la vidéo et puis vous aurez les informations par mail ainsi que dans les groupes. Voilà. Merci beaucoup, Jessie. Toujours un grand plaisir de te recevoir. Moi aussi, merci beaucoup. Voilà. Merci à tous. Voilà. Merci également à vous tous de nous avoir suivis ce soir. Vous pouvez me retrouver. Alors, demain, la conférence a été décalée. Il y avait une conférence demain soir, mais elle a été décalée. Décalée, il me semble, à mi-mars. Je vous redonnerai les informations. Par contre, vous pouvez me retrouver dimanche soir en compagnie de Delphine Marie, qui est donc médium. Et donc, nous allons parler comment développer les dons qui sont en nous. Voilà. Et deux autres annonces que je vais vous faire. La première, il s'agit de la semaine prochaine. Vous pouvez me retrouver en compagnie de Lulumineuse, qui va nous faire une conférence, le choix de l'âme avant l'incarnation. Et également le plaisir de retrouver Elisabeth de Caligny, qui va venir nous faire une conférence sur Marthe Robin, la simplicité dans l'extraordinaire. Cette femme mystique, voilà. J'ai eu la chance justement de visiter à Châteauneuf-de-Galore, là où elle a habité pendant des années, et elle nous parlera justement de cette vie extraordinaire qu'elle a eue. Voilà, merci à vous tous, très très bon week-end, bonne fin de vacances, bonnes vacances pour les autres. Je vous embrasse tous et je vous dis donc à très vite. Bisous, bisous. Au revoir, bye bye.